Ma sœur a appelé, je me marie demain, j'ai vidé tout l'argent de ton compte en banque. J'ai juste ri, elle ne se doutait pas que j'avais gelé tous les fonds de son mariage. Je m'appelle Emily Carter, et à 35 ans, je pensais comprendre ma famille. J'étais analyste financière senior dans une société d'investissement à Charlotte, en Caroline du Nord. Le genre de femme qui vérifiait ses relevés bancaires chaque dimanche matin et tenait un tableur pour suivre ses objectifs d'épargne. Je vivais seul dans un modeste appartement du centre-ville, je conduisais une voiture raisonnable et je n'avais qu'une seule habitude coûteuse, le bon café. Tout le reste allait dans l'épargne. Tout le reste allait vers mon rêve d'acheter ma première maison. Une petite maison de style craftsman dans le quartier de Dilworth m'avait tapé dans l'œil il y a 6 mois. 3 chambres, un porche avant, une arrière-cour assez grande pour un jardin. Le prix demandé était de 320 000 $, et j'avais enfin économisé assez pour un apport conséquent. 92 047 $ pour être exact. Je connaissais ce chiffre par cœur. Maintenant, je fixais mon application bancaire, regardant l'écran confirmer ce que Linda avait annoncé avec tant de désinvolture. Solde du compte d'épargne, 47 $ et 23 cents. 3 retraits distincts au cours de la semaine passée. 30 000, 35 000, 27 000. Tous dirigés vers un compte appartenant à Linda Monsieur Carter. J'ai posé mon téléphone avec précaution, comme s'il risquait d'exploser si je bougeais trop vite. Mes mains ne tremblaient pas. Cela m'a surprise. Je pensais qu'elles devraient trembler, mais au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de froid et de clair s'installer en moi. La même concentration que j'avais lors de l'analyse d'un rapport financier complexe. Évaluer, analyser, agir. C'était ma formation. C'était ce que je savais faire. Le « comment » m'est revenu par fragments. Il y a 3 ans, Linda m'avait appelé en sanglotant. Lily est à l'hôpital, Amy. Forte fièvre. Ils font des tests. Je suis terrifié. Je ne peux pas accéder à mon compte bancaire, un blocage de sécurité. Peux-tu m'ajouter comme utilisatrice autorisée sur le tien? Juste temporairement, juste le temps que je puisse payer les factures d'hôpital. Je n'avais pas hésité. Lily était ma nièce, âgée de 7 ans à l'époque, et j'aurais marché à travers le feu pour cet enfant. Je me suis connecté à ma banque le soir même et j'ai ajouté Linda comme utilisatrice autorisée sur mon compte d'épargne. L'accès d'urgence était censé être temporaire. L'urgence elle-même s'est avérée être une légère fièvre traitée avec du Tylenol pour enfants. Lily est sortie l'après-midi même. Et Linda ne s'est jamais retirée de mon compte. Je n'ai jamais pensé à vérifier. Je n'ai jamais pensé à retirer son accès moi-même parce qu'elle était ma sœur. Parce que la famille fait confiance à la famille. Parce que j'étais, comme Linda l'avait un jour écrit par SMS à une amie, une cible facile. J'avais vu ce message texte il y a 6 mois par accident quand j'avais emprunté le téléphone de Linda pour prendre une photo de Lily à sa fête d'anniversaire. Une notification était apparue de quelqu'un nommé Megan. Alors, tu as eu l'argent d'elle? Et comme une idiote, j'avais fait défiler vers le haut. Ma sœur est une cible si facile. Elle se sent toujours coupable d'avoir mieux réussi. Elle pense qu'être la bonne sœur signifie être un paillasson. J'avais posé le téléphone, pris la photo, je suis rentré chez moi et j'ai discrètement retiré Linda de mon compte chèque. Mais mon compte d'épargne, celui avec les 92 000 $, je l'avais oublié. Un compte, un oubli. C'est tout ce qu'il a fallu. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. Ta sœur est si heureuse pour le mariage. Ne t'avise pas de gâcher ça pour elle, Emily. Elle mérite le bonheur après tout ce qu'elle a traversé. J'ai fixé le message. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu? Aucune reconnaissance de mon existence autrement que comme un personnage secondaire dans l'histoire de la vie de Linda. Juste un ordre de rester à ma place, de ne pas causer de problème, d'être la bonne sœur, la responsable, celle qui comprenait toujours. Mais voici la chose que maman ignorait. Voici la chose que Linda ignorait. Il y a 6 mois, quand Linda s'est fiancée à Jason Miller, elle est venue me voir avec une demande. Elle voulait un mariage de rêve. Le domaine Magnolia Gardens, un traiteur haut de gamme, un orchestre, la totale. Budget total, 45 000 $. Le problème était que Linda n'avait pas d'argent, des cartes de crédit plafonnées, pas d'économie, un emploi qu'elle quittait tous les 6 mois. Alors,
elle m'a demandé si je serais son garant financier pour les contrats des prestataires. S'il te plaît, Amy, je te rembourserai avec les cadeaux de mariage. La famille de Jason est riche. J'ai juste besoin de quelqu'un pour signer les contrats pour que les vendeurs acceptent de travailler avec moi. Tu sais comment sont ces choses. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Chaque contrat de prestataire, le lieu, le traiteur, le fleuriste, le photographe, le DJ, tous étaient à mon nom en tant que garant. Tous les dépôts et paiements passaient par un compte que je contrôlais. Linda avait mis mon nom sur tout, dit au vendeur que j'étais son investisseur silencieux, sa sœur généreuse, rattrapant des années d'absence. Elle avait construit tout son mariage sur ma signature, et maintenant elle avait volé mes économies, pensant qu'elle m'avait tout pris. Mais elle m'avait en fait donné le bouton d'arrêt d'urgence. J'ai fait le calcul. 92 000 volés. 45 000 de mariage dépendant de mon autorisation. Sans mon approbation, pas un seul vendeur ne continuerait. Le lieu n'ouvrirait pas ses portes. Le traiteur ne livrerait pas la nourriture. Le fleuriste n'arrangerait pas une seule rose. J'ai pris mon téléphone, pas pour appeler Linda, pas pour mendier ou supplier ou demander pourquoi. J'ai ouvert mes contacts et trouvé le numéro du service des fraudes de la First National Bank. Il était 20h47 un jeudi soir. Le mariage était prévu pour samedi à 16h. Cela me donnait environ 40 heures. Le système automatisé m'a mise en attente, puis m'a transféré, puis m'a remise en attente. Enfin, une voix humaine. Service des fraudes de la First National Bank. Comment puis-je vous aider? Ma voix est sortie calme, contrôlée, presque agréable. Je dois signaler des transactions non autorisées sur mon compte, et je dois geler tous les comptes liés immédiatement. Absolument tous. J'ai regardé la photo sur mon bureau en attendant la confirmation. Linda et moi, bras dessus bras dessous, âgées de 8 et 11 ans, toutes deux souriantes, toutes deux innocentes, toutes deux croyant que nous serions toujours du même côté. J'ai posé la photo face contre terre. Je suis désolé, Linda, mais tu t'es fait ça toute seule. La musique d'attente jouait doucement via le haut-parleur de mon téléphone pendant que j'attendais que le service des fraudes de la banque traite ma demande. J'étais assise à ma table de cuisine, ordinateur portable ouvert, le café refroidissant à côté de moi. L'appartement semblait différent maintenant, chargé de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. De l'autre côté de ma fenêtre, la ligne d'horizon de Charlotte scintillait contre le ciel nocturne. Des gens ordinaires vivant des vies ordinaires. Aucun d'eux ne savait que mon monde venait de basculer sur son axe. Je me suis surprise à me demander, pas pour la première fois, comment nous en étions arrivés là. Quand ma sœur est-elle devenue quelqu'un capable de faire ça? Quand suis-je devenu quelqu'un qui l'a laissé faire? Pour comprendre cela, vous devez comprendre la famille Carter. Vous devez comprendre comment nous avons été construits. Mon père, Richard Carter, était un expert en sinistre qui croyait que la paix à n'importe quel prix valait mieux que le conflit à tout prix. Il a passé sa carrière à évaluer les dommages et à calculer les règlements, et il rapportait cette même énergie à la maison. Éviter la dispute. Aplanir les choses. Faire le chèque si cela fait disparaître le problème. Ma mère, Diane Carter, avait été une reine de beauté dans sa jeunesse, première dauphine de Miss Caroline du Nord 1978. Elle ne s'était jamais tout à fait remise de ne pas avoir gagné, et elle a déversé toutes ses ambitions inassouvies sur sa fille aînée. Linda était belle dès son arrivée, cheveux noirs et yeux verts, et un sourire qui faisait s'arrêter les inconnus dans la rue. Je suis arrivé 3 ans plus tard, plus calme, plus simple, plus intéressé par les livres que par les concours de beauté. Dès le début, nous avons occupé des rôles différents dans l'histoire familiale. Linda était la star. J'étais l'équipe technique. La hiérarchie s'est établie tôt et n'a jamais changé. La chambre de Linda était la grande à l'avant de la maison. Mur rose, lit à baldaquin de princesse et un placard plein de vêtements. La mienne était le bureau converti à l'arrière, pratique et petite. Maman l'appelait « Douillette ». Les fêtes d'anniversaire de Linda étaient des productions élaborées avec des thèmes, de la nourriture traiteur et des photographes professionnels. Les miennes étaient en famille uniquement, gâteau de l'épicerie. Sois reconnaissante pour ce que tu as. Quand j'ai interrogé sur la différence une fois, papa a mis sa main sur mon épaule et a dit « Émilie, tu es si mature. Tu comprends que nous devons faire des choix. Linda a besoin de plus.
Tu as toujours été la forte. J'avais 10 ans quand j'ai appris ce que signifiait vraiment être la forte. Linda voulait des leçons de danse, du genre coûteux, niveau compétition avec costume, voyage et coach. Je voulais des leçons de piano avec Madame Patterson en bas de la rue, $20 par semaine. Le budget familial ne pouvait en accommoder qu'un seul. Papa m'a assise avec cette même main sur mon épaule, ce même sourire d'excuse. Émilie, tu comprends, n'est-ce pas? Linda a un tel talent. Cela pourrait être son avenir. Tu es si responsable. Tu trouveras d'autres moyens de t'exprimer. J'ai hoché la tête. Je hochais toujours la tête. Linda a eu ses leçons de danse. Je n'ai rien eu. Et j'ai appris qu'être responsable signifiait être négligé. L'été de mes 16 ans, j'ai entendu une conversation qui a tout cristallisé. Maman était au téléphone avec tante Patricia dans la cuisine et j'étais dans le couloir, figé, incapable de bouger. Émilie va bien, disait maman, sa voix portant ce ton dédaigneux que je connaissais si bien. C'est la forte. Linda a besoin de plus de soutien. Elle est sensible. Je me tenais là dans ce couloir, comprenant pour la première fois que forte ne signifiait pas admirer. Cela signifiait qu'elle peut supporter d'être négligée. Cela signifiait que nous n'avons pas à nous soucier d'elle. Cela signifiait invisible. La trajectoire de Linda à travers la vie a suivi un schéma prévisible. Elle a été reine de promo au lycée, est sortie avec le quart arrière, a eu un article dans le journal local pour son travail caritatif, qui consistait en un après-midi à la soupe populaire avec un photographe professionnel présent. J'étais au tableau d'honneur, capitaine de l'équipe de débat, travaillant à temps partiel dans une librairie pour économiser pour l'université. À ma remise de diplôme, maman a passé tout le dîner à parler du nouveau petit ami de Linda. Quand Linda avait 19 ans, elle a accidenté sa voiture en conduisant ivre après une fête. Personne n'a été blessé, heureusement, mais la voiture était fichue. Papa lui en a acheté une nouvelle en moins d'un mois. Elle a appris sa leçon, a-t-il dit. À 16 ans, je prenais encore le bus pour mon travail à la librairie. Quand Linda a abandonné l'université après 2 semestres parce que ce n'était, tout simplement pas pour elle, mes parents ont hoché la tête avec sympathie et l'ont accueillie à la maison. Quand j'ai obtenu une bourse complète pour l'UNC Charlotte et que j'ai obtenu mon diplôme avec mention en finance, maman a demandé si je pouvais aider Linda avec ses factures de carte de crédit. Le premier mariage de Linda a eu lieu quand elle avait 28 ans. Il s'appelait Marcus Webb, un homme bon avec un emploi stable dans l'informatique et une disposition douce. Il l'adorait. Ils se sont rencontrés à une fête, se sont fiancés en 4 mois, mariés en 8. J'étais la demoiselle d'honneur, et quand le budget du mariage a dépassé de $15 000, j'ai couvert la différence. C'est la famille, me suis-je dit. C'est ce que fait la famille. Le mariage a duré 3 ans. À la fin, Marcus ressemblait à un homme qui avait été vidé de l'intérieur. Linda a quitté son emploi 6 mois après le mariage pour se concentrer sur son rôle d'épouse, ce qui signifiait du shopping, des journées au spa et ce qu'elle appelait la « thérapie par le shopping ». Les cartes de crédit de Marcus ont été plafonnées une par une. Quand leur fille Lily est née, j'espérais que la maternité pourrait ancrer ma sœur. Au lieu de cela, Linda a engagé une nounou et a repris ses dépenses. Marcus a demandé le divorce après avoir découvert $40 000 de dettes de carte de crédit que Linda lui avait cachées. Mais Linda a été plus rapide. Elle a tissé une histoire d'abus financiers, d'un mari contrôlant qui cachait l'argent et surveillait chacun de ses achats. La famille l'a cru. Il la croyait toujours. J'ai payé l'avocat du divorce de Linda. J'ai payé la caution de son appartement après son déménagement. J'ai payé les vêtements et les fournitures scolaires de Lily quand Linda disait qu'elle avait du mal. Le total sur 2 ans s'élevait à environ $25 000. C'est ma sœur, me disais-je. C'est la mère de Lily. Quel choix ai-je? La fausse urgence s'est produite 3 ans avant cette nuit. Linda m'a appelé en sanglotant, disant que Lily était à l'hôpital avec une forte fièvre. Elle ne pouvait pas accéder à ses comptes bancaires à cause d'un blocage de sécurité. Elle avait besoin d'un accès temporaire au mien pour payer les factures d'hôpital. Je n'ai pas hésité. En moins d'1 heure, Linda était une utilisatrice autorisée sur mon compte d'épargne. L'urgence s'est avérée être une légère fièvre. Lily était à la maison pour le dîner, et Linda n'a jamais retiré son accès. Je lui faisais confiance. C'était ma sœur.
Ce que j'ai découvert plus tard, en petites sommes que je ne remarquais presque pas, c'était que Linda faisait des retraits. 2 cents par-ci, 4 cents par-là, toujours juste en dessous du seuil qui déclencherait une alerte. Sur 3 ans, le total s'élevait à environ 3500 $. Je l'ai remarqué. Je n'ai rien dit parce que confronter la famille semblait pire que de perdre de l'argent, parce que je ne voulais pas paraître mesquine, parce que j'étais encore, après tout, la forte. Il y a 6 mois, j'ai vu les SMS sur le téléphone de Linda. Cible facile, paillasson, utile. Je l'ai retiré de mon compte chèque ce soir-là. Mais le compte d'épargne, celui avec les 92 000 $, je l'ai oublié. Un oubli, un moment d'action incomplète. C'est tout ce qu'il a fallu pour que ma sœur vole mon avenir. La musique d'attente s'est arrêtée. Madame Carter, merci d'avoir patienté. Je me suis redressé sur ma chaise. Oui, je suis là. Nous avons gelé le compte d'épargne comme demandé. Le compte de paiement des fournisseurs liés a également été gelé en attente d'enquête. Le soulagement aurait dû m'envahir. Au lieu de cela, je ne ressentais qu'une froideur prête à l'action. Tous les paiements automatiques prévus pour les prochaines 72 heures ont été suspendus. Puis le représentant a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Madame Carter, il y a autre chose que vous devriez savoir. Lorsque nous avons examiné le modèle de transaction pour le rapport de fraude, nous avons remarqué quelque chose d'inhabituel. Le premier retrait de votre compte a été effectué exactement il y a une semaine, le jour même où votre sœur a été ajoutée à un compte conjoint avec un certain Jason Miller. Il semble qu'elle ait eu accès à ces comptes le jour même où elle a accédé au vôtre. Je suis resté très immobile. Elle ne m'a pas seulement volé. Elle vole aussi son fiancé. Et personne ne le savait. Personne sauf moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au moment où le vendredi matin est arrivé, j'étais éveillé depuis près de 24 heures, fonctionnant au café et à quelque chose de plus tranchant que la caféine. La détermination peut-être, ou la fureur enfin autorisée à exister. J'étais assise à ma table de cuisine, mon ordinateur portable ouvert, des notes éparpillées sur toutes les surfaces disponibles, l'email de confirmation de fraude de la banque brillant sur mon écran. De l'autre côté de ma fenêtre, Charlotte se réveillait comme n'importe quel autre vendredi matin. Les gens allaient au travail, prenaient un café, vivaient leur vie ordinaire. Pour eux, rien n'avait changé. Pour moi, tout avait changé. L'horloge de mon ordinateur indiquait 6h47. Le mariage était prévu pour demain à 16h. Cela me donnait environ 32 heures pour décider quel genre de personne je voulais être. La sœur qui pardonne et oublie, qui encaisse le coup et passe à autre chose, qui maintient la paix à tout prix, ou la femme qui finalement, après 35 ans, riposte. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Rachel Chen. Rachel et moi étions amis depuis l'université, colocataires en première année, et nous étions restés proches depuis. Elle était avocate d'entreprise maintenant dans un cabinet prestigieux de Charlotte, le genre de femme qui portait des tailleurs de pouvoir comme une armure et pouvait démanteler un argument avec une précision chirurgicale. Elle était aussi la seule personne dans ma vie qui n'avait jamais aimé Linda. C'est une profiteuse, m'avait dit Rachel une fois il y a des années. Je ne sais pas comment tu ne peux pas le voir. Je n'avais pas voulu le voir à l'époque. Je le voyais maintenant. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix groggy ne réponde. Amy, il est 7 heures du matin pendant mon jour de congé. Quelqu'un a intérêt à être mort. J'ai failli rire. Pas mort, mais je pourrais commettre un meurtre si tu ne m'aides pas. Il y eut une pause. Puis la voix de Rachel s'est aiguisée en pleine vigilance. J'écoute. Je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique de Linda, les 92 000 $ volés, les comptes gelés, le mariage qui dépendait entièrement de mon autorisation, et la révélation de la banque selon laquelle Linda avait accédé au compte de Jason le jour même où elle avait accédé au mien. Quand j'ai fini, le silence s'est étendu sur la ligne pendant un long moment. Elle a fait quoi? La voix de Rachel était plate d'incrédulité. Et ce n'est pas tout, ai-je dit. Je pense qu'elle vole aussi son fiancé. Le silence a duré encore 3 secondes. Puis Rachel a dit, j'arrive. Ne fais rien jusqu'à ce que je sois là. Et pour l'amour de Dieu, fais plus de café. Rachel est arrivée à 8h30, l'air impeccable malgré l'heure matinale. Elle portait sa sacoche d'ordinateur et un bloc-notes juridique,
ses yeux scannant déjà mes notes éparses avant même de s'être assise. D'accord, a-t-elle dit, s'installant à ma table de cuisine comme si c'était une salle de guerre. Explique-moi tout depuis le début. N'oublie rien. Alors je l'ai fait. Chaque document, chaque enregistrement de transaction, chaque détail que j'avais rassemblé pendant la nuit blanche. Rachel écoutait sans interrompre, prenant des notes de son écriture précise, son expression devenant plus sombre à chaque révélation. Quand j'ai fini, elle a posé son stylo et m'a regardé. Utilisatrice autorisée ne signifie pas autorisée à vider le compte. Elle a dit qu'elle avait l'accès. Elle n'avait pas la permission de prendre 92 000 $. C'est du vol. Vol qualifié, en fait, étant donné le montant. Tu as des motifs pour des accusations criminelles, fraude aussi, si elle s'est présentée faussement pour accéder à ces fonds. Et pour le mariage, ai-je demandé. Les prestataires? Rachel a tiré mes contrats de prestataires vers elle, scannant chacun avec une efficacité rodée. Tu as signé comme garant sur tout ceci. Tu n'es pas seulement le payeur, tu es la partie contractuelle. Ses yeux ont rencontré les miens. Sans ton autorisation, ces vendeurs ne peuvent pas continuer. Légalement, tu peux arrêter chaque paiement. Les mots se sont posés sur moi comme une armure. Je m'en doutais, mais l'entendre d'une avocate rendait la chose réelle. Linda avait construit son mariage de rêve sur ma signature, et je pouvais le démolir avec un appel téléphonique. Rachel, ai-je dit lentement. Si je gèle tout, le mariage s'effondre. Ma famille va me blâmer. L'expression de Rachel s'est légèrement adoucie. Ils te blâmeront de toute façon. Ils le font toujours. Alors assurons-nous que tu sois protégé quand ils le feront. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer une stratégie. Étape 1. Confirmer que tous les contrats de fournisseurs étaient uniquement à mon nom. Étape 2. Émettre des ordres formels d'opposition de paiement à chaque fournisseur. Étape 3. Tout documenter pour une éventuelle action en justice. Étape 4. Décider s'il fallait contacter Jason. Cette dernière partie était la plus difficile. Il est sur le point d'épouser une femme qui le vole, a dit Rachel. Ne mérite-t-il pas de savoir? J'ai hésité. Je ne l'ai même jamais rencontré. Peut-être qu'il sait déjà. Peut-être qu'il fait partie du coup. Rachel a secoué la tête. Ou peut-être qu'il est une autre victime, tout comme toi. J'ai pensé à Marcus, le premier mari de Linda, l'homme qu'elle avait dépeint comme financièrement abusif alors que la vérité était l'inverse. Il n'avait pas su non plus, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À ce moment-là, son crédit était détruit, sa réputation brisée. Sa garde de Lily réduite au week-end. Si quelqu'un l'avait prévenu, peut-être que les choses auraient été différentes. Je vais geler le mariage, ai-je décidé. Si Jason me contacte, je lui dirai la vérité, mais je ne vais pas le traquer. J'ai assez à gérer en ce moment. Rachel a hoché la tête. C'est juste pour l'instant. Les appels aux fournisseurs ont commencé à 9 h. Magnolia Gardens, le lieu du mariage, a répondu à la deuxième sonnerie. Bonjour. Ici Patricia. Comment puis-je vous aider? J'ai pris une respiration. Ici Emily Carter. Je suis la garante sur le mariage Carter-Miller prévu pour demain. Je dois vérifier le statut du paiement et discuter des termes du contrat. La voix de Patricia s'est réchauffée immédiatement. Oh, oui, mademoiselle Carter. Votre sœur parle si bien de vous. Elle a parlé de combien vous avez été généreuse. Mon estomac s'est serré. Ah oui? Qu'a-t-elle dit exactement? Eh bien, a continué Patricia joyeusement, elle vous appelle son investisseur silencieux. Elle a dit que vous aviez insisté pour financer le mariage comme cadeau parce que vous vous sentiez coupable de quelque chose. Ne pas avoir été assez solidaire pendant son divorce, je crois qu'elle a dit. J'ai fermé les yeux, laissant tout le poids de la tromperie de Linda m'envahir. Elle n'avait pas seulement volé mon argent. Elle avait construit tout un récit pour le justifier. Dans son histoire, j'étais la coupable, la sœur absente essayant de se racheter. Elle m'avait rendu complice de mon propre vol. Ce n'est pas exact, ai-je dit, gardant ma voix stable. Je dois émettre une opposition de paiement sur le solde restant. S'il vous plaît, ne procédez à aucune installation avant d'avoir de mes nouvelles directement. Il y eut une pause. Madame Carter, le mariage est demain.
J'en suis consciente. Le schéma s'est répété à chaque appel. Belmont Catering avait un contrat de 15 000 $ avec 7 000 $ encore dus. Votre sœur a dit que vous aviez proposé de payer parce que vous ne pouviez pas assister au mariage vous-même, m'a dit le gérant. Elle a dit que vous étiez trop occupé par le travail mais que vous vouliez contribuer. Je n'avais rien dit de tel. J'ai émis l'opposition de paiement. Flourish Floral, 4 500 $ au total. Votre sœur était si reconnaissante, a dit la fleuriste. Elle m'a dit que vous vous étiez enfin réconciliés après des années d'éloignement. Nous n'avions jamais été éloignés. Nous ne nous étions jamais réconciliés parce qu'il n'y avait rien à réconcilier. Du moins rien que Linda n'admettrait jamais. J'ai gelé les 2 500 $ restants. À midi, j'avais contacté chaque prestataire. DJ, photographe, coiffure et maquillage, transport. Chacun avait une histoire différente, une version différente de pourquoi Emily Carter finançait si généreusement le mariage de sa sœur. Dans une version, je rattrapais le fait d'avoir manqué le premier mariage de Linda. Dans une autre, j'étais la sœur riche de la finance qui voulait traiter Linda comme une princesse. Dans une autre encore, j'étais l'organisatrice de mariage non officiel de la famille qui avait insisté pour gérer tous les détails. Pas une seule histoire n'était vraie, mais elles peignaient toutes le même tableau. Linda avait construit un monde fantastique où elle était la mariée bien-aimée et j'étais le personnage secondaire, si désireuse de plaire que je paierais n'importe quel prix pour son approbation. Elle avait utilisé ma réputation de responsabilité comme une arme contre moi. Rachel a compilé les notes de chaque appel. Elle n'a pas seulement volé ton argent, a dit Rachel calmement. Elle a volé ta réputation. Elle a fait de toi la méchante dans une histoire où tu es en fait la victime. J'ai fixé la liste des vendeurs, les montants totaux, le réseau élaboré de mensonges que ma sœur avait tissé. Elle fait ça depuis toujours, ai-je dit, se faire l'héroïne de chaque histoire. La mâchoire de Rachel s'est serrée. Plus maintenant. À 16 heures, chaque prestataire avait été notifié. Magnolia Gardens n'ouvrirait pas ses portes. Belmont Catering ne livrerait pas de nourriture. Flourish Floral n'arrangerait pas une seule rose. Le DJ ne jouerait pas de musique. Le photographe ne prendrait pas de photos. 150 invités arriveraient demain pour ne rien trouver. Le mariage de rêve de Linda à 45 000 $ était maintenant gelé solide, et elle n'en avait aucune idée. Rachel a commandé des plats à emporter et m'a forcé à manger. Tu as fait la bonne chose, a-t-elle dit. J'ai mâché sans goûter. Alors pourquoi ai-je l'impression de venir de faire exploser une bombe? Parce que tu l'as fait, a répondu Rachel. Mais c'était une bombe qu'elle a construite. Tu as juste allumé la mèche. Mon téléphone avait été silencieux toute la journée. Pas d'appel de Linda, pas de SMS de mes parents. Linda pensait probablement que j'étais quelque part en train de pleurer, paralysée par sa trahison, trop faible pour riposter. Elle était sur le point d'apprendre le contraire. À 20h47, mon téléphone a finalement sonné. Linda a clignoté sur l'écran. Rachel et moi l'avons toutes deux fixé. Elle sait, a dit Rachel. J'ai décroché le téléphone mais je n'ai pas parlé. J'ai juste attendu. Et puis j'ai entendu la voix de ma sœur. Plus mielleuse, plus triomphante. Tremblante, aiguë, paniquée. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, rien. Sa voix est montée en un cri. Qu'est-ce que tu as fait? Le lieu a appelé. Le traiteur a appelé. Ils ont tous appelé. Ils ont dit que les paiements sont gelés. Ils ont dit que tu les as gelés. J'ai laissé le silence s'étirer un instant de plus. Puis j'ai parlé, ma voix calme, contrôlée, presque agréable. Tu m'as volé 92 000 $, Linda. Pensais-tu vraiment qu'il n'y aurait pas de conséquences? La ligne est devenue silencieuse. Quand Linda a parlé à nouveau, sa voix avait changé. Plus paniquée maintenant. Froide, dangereuse. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. Je me suis réveillé le samedi matin avec la lumière du soleil entrant par les fenêtres de mon appartement. Pendant un bref instant désorienté, j'ai oublié quel jour on était. Puis la réalité est revenue brutalement, et je me suis souvenu de tout. C'était le jour du mariage de ma sœur. Le mariage qui n'existait plus. Rachel dormait dans le fauteuil en face de moi, son ordinateur portable toujours en équilibre sur ses genoux.
Nous nous étions toutes deux endormies un peu après minuit, trop épuisées pour aller dans de vrais lits. J'ai attrapé mon téléphone sur la table basse et j'ai senti mon estomac se serrer. 14 appels manqués de Linda, 6 de maman, 3 de numéros que je ne reconnaissais pas, une cascade de SMS, chacun plus frénétique que le précédent. Linda à 2h47, rappelle-moi maintenant. Linda à 3h15, je te jure devant Dieu, Émilie, si tu ne répares pas ça. Linda à 5h02, tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Maman à 6h30, qu'est-ce que tu as fait? Appelle-moi immédiatement. Je les ai tous fait défiler, lisant mais ne répondant pas. Puis j'ai posé le téléphone, j'ai marché jusqu'à ma cuisine et j'ai fait du café. La matinée était magnifique. Un temps de mariage parfait, en fait. Ciel bleu clair, douce chaleur d'octobre, le genre de journée dont rêvent les photographes. Quelque part en ville, 150 personnes mettaient probablement leurs plus beaux vêtements, vérifiaient leur coiffure dans les miroirs, attendant avec impatience le champagne et le gâteau. Ils n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'embarquaient. J'imaginais la scène se déroulant à Magnolia Gardens. Le lieu aurait dû grouiller d'équipes d'installation à 7 heures. Fleuristes arrangeant les centres de table, traiteurs préparant les apéritifs, le DJ testant le matériel de sonorisation. Au lieu de cela, les grilles seraient verrouillées, le parking vide, le beau jardin silencieux. Linda arriverait dans sa voiture, robe de mariée suspendue dans sa housse, s'attendant à entrer dans son conte de fées. Elle ne trouverait rien d'autre qu'un coordinateur au visage désolé et des nouvelles dévastatrices. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro de Charlotte que je ne reconnaissais pas. Mademoiselle Carter, ici Patricia de Magnolia Gardens. La mariée est arrivée et est extrêmement bouleversée. Elle insiste sur le fait qu'il y a eu une erreur. Veuillez nous conseiller. J'ai tapé en réponse, il n'y a pas d'erreur. L'opposition de paiement tient toujours. Veuillez diriger toutes les demandes vers mon avocate. J'ai inclus les coordonnées de Rachel, puis j'ai mis mon téléphone en silencieux. J'avais dit ce qui devait être dit. Maintenant, j'attendrai. Rachel s'est réveillée vers 10 heures, clignant des yeux contre la lumière du matin. Elle a vu mon visage et s'est immédiatement redressée. Que s'est-il passé? Rien encore, ai-je dit. Mais c'est sur le point d'arriver. À 15h30, mon téléphone était devenu une chronique de désastre. Les SMS venaient d'amis, de parents éloignés, de gens que je connaissais à peine qui avaient on ne sait comment obtenu mon numéro. Tu as entendu pour le mariage de Linda? Tout est annulé. Le lieu est verrouillé. Il n'y a pas de nourriture. Les gens sont juste debout sur le parking dans leurs beaux vêtements sans nulle part où aller. Un SMS comprenait une photo, granuleuse et lointaine, montrant une foule d'invités confus regroupés près de l'entrée de Magnolia Gardens. Et là, au centre de tout ça, un éclair de blanc. Linda, toujours dans ses vêtements de ville, gesticulant sauvagement vers quelqu'un que je ne pouvais pas distinguer. Puis est venu le SMS qui m'a arrêté net. Jason, le fiancé de Linda, l'homme que je n'avais jamais rencontré. Son message était bref et désemparé. Est-ce Emily Carter? Je suis Jason Miller, le fiancé de Linda. Où je l'étais ce matin. Je dois comprendre ce qui se passe. Linda dit que vous avez saboté le mariage par jalousie. Mais quelque chose ne colle pas. Les vendeurs continuent de dire que vous payez pour tout, que vous étiez la garante sur tous les contrats, mais Linda m'a dit qu'elle payait avec ses économies. Elle m'a dit qu'elle avait 40 000 économisés. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai tapé en réponse, Linda n'a pas d'économie. Elle a 28 000 $ de dette de carte de crédit, et elle a volé 92 000 $ de mon compte bancaire cette semaine pour payer ce mariage. Je suis désolé que vous la preniez ainsi. La réponse est venue rapidement. Je pense que j'ai besoin d'entendre toute l'histoire. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Pas Jason. Maman. J'ai laissé sonner 3 fois, me préparant, puis j'ai répondu. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? La voix de maman était assez tranchante pour faire saigner. Le jour de son mariage, Émilie. Le jour de son mariage. J'ai gardé ma voix égale. Est-ce que Linda t'a dit ce qu'elle a fait? T'a-t-elle dit qu'elle m'a volé 92 000 $? Maman n'a pas fait de pause. C'est entre vous deux. Tu n'avais pas à gâcher son mariage pour de l'argent. Pour de l'argent, ai-je répété,
mon calme se fissurant pour la première fois. Elle a volé mes économies d'une vie, tout ce que j'avais. Ce n'est pas un désaccord familial. C'est un crime. La famille ne porte pas plainte contre la famille, a claqué maman. Tu répares ça, Émilie. Quoi qu'il en coûte, tu répares ça tout de suite. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais réparé les choses. Toutes les fois où j'avais fait des chèques, absorbé les coûts, aplani les problèmes, maintenu la paix. J'ai pensé au fait d'avoir 10 ans et d'abandonner les leçons de piano pour que Linda puisse danser. J'ai pensé au fait d'avoir 16 ans et de prendre encore le bus pendant que Linda conduisait sa deuxième voiture neuve. J'ai pensé au fait de payer pour un mariage qui n'était pas le mien. Payer pour un divorce qui n'était pas le mien. Payer et payer et payer pendant que tout le monde me disait que j'étais la forte, celle qui pouvait gérer, celle qui comprenait. Je ne répare rien, ai-je dit. Linda a créé ce gâchis. Elle peut gérer les conséquences. Alors tu n'es pas ma fille. La ligne a été coupée. J'ai posé le téléphone avec précaution. Mes mains tremblaient, mais pas de chagrin, de quelque chose qui ressemblait presque à la liberté. Rachel me regardait depuis l'autre bout de la pièce. Ta mère ? J'ai hoché la tête. Je crois que je viens de devenir orpheline. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, un indicatif régional inconnu, un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Est-ce Émilie, la sœur de Linda ? C'est Marcus, son ex-mari. J'ai entendu ce qui s'est passé. Les nouvelles vont vite. Je voulais dire merci et te prévenir. J'ai fixé l'écran. Marcus, l'homme que Linda avait détruit avec des accusations et des mensonges. L'homme qui avait perdu sa réputation, son crédit et la moitié de sa garde de Lily parce qu'il avait osé demander où allait leur argent. Son message suivant est apparu. Elle m'a fait la même chose. Exactement la même chose. A vidé les comptes, m'a blâmé pour tout, m'a fait passer pour le méchant. J'ai perdu ma réputation, mon crédit, ma relation avec ma fille. Personne ne m'a cru. Sa famille certainement pas. Un autre message. Elle va tout essayer maintenant. Larmes, menaces, pression familiale. Elle te fera sentir comme le monstre. Ne tombe pas dans le panneau. Tu n'es pas le monstre. C'est elle. Je traitais encore les mots de Marcus quand les coups ont commencé. Pas toqué, un assaut sur ma porte d'entrée, assez violent pour secouer le cadre. Rachel a bondi. N'ouvre pas. Mais j'allais déjà vers le Judas. Une partie de moi savait ce que je verrais. Et elle était là, Linda, toujours dans sa robe de mariée, bien qu'elle fût froissée maintenant, tachée de poussière de parking et de larmes de mascara. Ses cheveux étaient à moitié défaits, tombant en mèches lâches autour de son visage. Ses yeux étaient fous de quelque chose au-delà de la colère, quelque chose de déséquilibré. J'ai ouvert la porte. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés. Deux sœurs séparées par 35 ans de dysfonctionnement et un seuil qu'aucune de nous ne voulait franchir. Puis la voix de Linda est sortie à vif, déchiquetée, à peine humaine. Tu as ruiné ma vie. Les mots ont résonné dans le couloir de l'appartement. Je pouvais voir les portes des voisins s'entr'ouvrir, des visages curieux scrutant le spectacle. Ma sœur dans sa robe de mariée détruite, me criant dessus comme si j'étais celle qui l'avait trahi. Je suis resté parfaitement immobile, j'ai regardé cette étrangère en blanc, cette femme qui partageait mon sang mais n'avait jamais partagé mes valeurs. Et j'ai parlé doucement, calmement, avec une assurance que je ne me savais pas posséder. Non, Linda, tu as ruiné ta propre vie. J'ai juste arrêté de payer pour. Son visage s'est tordu de rage. Elle a fait un pas en avant et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas reculé. Linda se tenait dans mon embrasure de porte, robe de mariée tachée et froissée, mascara creusé en rivière sombre sur ses joues. Derrière moi, je pouvais entendre Rachel bouger, son téléphone déjà sorti et en train d'enregistrer. Femme intelligente. Nous pourrions avoir besoin de preuves de ce qui allait se passer ensuite. As-tu une idée de ce que tu as fait ? La voix de Linda s'est brisée entre le cri et le sanglot. 150 personnes. Ils ont tous vu. Ils savent tous. La famille de Jason est venue de Seattle. Sa grand-mère a 83 ans. Tout le monde me regardait comme si j'étais une sorte de criminel. J'ai tenu bon dans l'embrasure de la porte, bloquant l'entrée de mon appartement. Tu dois baisser la voix.
Tu déranges mes voisins. Mais mon calme semblait seulement l'exaspérer davantage. Les mains de Linda se sont serrées sur ses côtés, son souffle venant en halètement déchiqueté. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle pourrait réellement essayer de me frapper. Puis quelque chose a changé dans son visage. J'ai vu cela se produire en temps réel, la rage vaciller, recalculer. Elle avait l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait avec la colère. Quand cela ne fonctionnait pas, elle avait d'autres outils. Ses épaules se sont affaissées. Son visage est passé de la fureur au chagrin. Les larmes qui avaient été colériques sont devenues autre chose, théâtralement blessées. Comment as-tu pu me faire ça, Amy? Elle a utilisé mon surnom d'enfance, celui qu'elle ne m'avait pas donné depuis des années. Sa voix est tombée à quelque chose de plus doux, plus vulnérable. Je suis ta sœur, ta seule sœur. Je sais que je ne suis pas parfaite. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'allais enfin être heureuse. Enfin avoir une vraie famille. Et tu m'as pris ça le jour de mon mariage. Elle a tendu la main vers la mienne et j'ai reculé. Ne te souviens-tu pas à quel point nous étions proches? Partageant une chambre quand nous étions petites, nous disant des secrets. Que nous est-il arrivé? J'ai failli rire. Ce qui nous est arrivé, c'est 35 ans où tu as pris et où j'ai donné? Mais je n'ai pas dit ça. J'ai juste regardé sa performance, reconnaissant chaque battement du script qu'elle jouait depuis l'enfance. Les larmes, les souvenirs, l'appel au sang. Elle avait utilisé ces mêmes tactiques sur nos parents, sur Marcus, sur chaque personne qui avait un jour essayé de la tenir responsable, et cela avait toujours fonctionné. Jusqu'à maintenant. La performance a changé à nouveau quand elle a senti que je ne fondais pas. Linda s'est redressée, a essuyé ses yeux avec un geste exagéré et a essayé un angle différent. Après tout ce que j'ai fait pour toi, a-t-elle dit, sa voix prenant un ton vertueux. Qui était là quand maman et papa te favorisaient pour tout? Qui t'a défendu quand les enfants à l'école te traitaient d'ennuyeuse? Qui t'a incluse dans mon groupe d'amis quand tu n'avais personne? J'ai fait de toi qui tu es, Émilie. Et c'est comme ça que tu me rembourses? Les mensonges étaient si audacieux, si complètement divorcés de la réalité que j'ai presque admiré l'audace. Maman et papa me favorisaient. J'étais celle qui prenait le bus pendant que Linda conduisait des voitures neuves. J'étais celle avec la petite chambre, les gâteaux d'anniversaire de l'épicerie, la bourse que je devais gagner parce qu'il n'y avait plus d'argent pour mon éducation. Mais dans la version de l'histoire de Linda, elle était toujours la victime, toujours celle qui avait sacrifié. Ce n'est pas comme si tu allais utiliser cet argent de sitôt de toute façon. Les mots ont glissé avant qu'elle ne puisse les arrêter. Je me suis figé. Pardon? Les yeux de Linda ont vacillé, réalisant son erreur, mais elle a insisté. Je voulais juste dire que tu n'as pas de mariage à planifier. Pas de maison, pas de famille à toi. Cet argent était juste assis là, et j'en avais besoin. J'en avais plus besoin que toi. La voix de Rachel est venue de derrière moi, froide et précise. Tu as eu ça? Elle a levé son téléphone. Enregistrement. Le visage de Linda est devenu pâle. Derrière elle, l'ascenseur a fait digne et j'ai entendu des pas approcher. Des pas familiers. Mon estomac est tombé avant même que je ne les voie. Maman et papa marchant dans le couloir comme des renforts arrivant sur un champ de bataille. Ils avaient dû conduire directement de là où ils se trouvaient quand Linda a appelé. Papa avait l'air fatigué, mal à l'aise, son état naturel. Maman avait l'air prête pour la guerre. N'en as-tu pas fait assez? La voix de maman a coupé à travers le couloir. Elle est allée directement vers Linda, passant un bras autour d'elle, me lançant un regard venimeux. Regarde là. Regarde à quoi tu l'as réduite. J'ai reculé pour les laisser entrer dans l'appartement. Pas parce que je les voulais là, mais parce que mes voisins regardaient toujours depuis leurs portes entr'ouvertes. Ce qui allait se passer ensuite n'avait pas besoin d'un public au-delà des personnes déjà impliquées. Ils se sont arrangés dans mon salon comme un tribunal. Linda s'est effondrée dramatiquement sur mon canapé. Maman s'est assise à côté d'elle, caressant ses cheveux comme si elle était une enfant blessée. Papa planait près de la fenêtre, refusant de croiser le regard de qui que ce soit. Rachel s'est positionnée près de la porte d'entrée, le téléphone enregistrant toujours, regardant tout avec l'attention aiguë d'une avocate construisant un dossier. Je t'ai mieux élevé que ça, Émilie. La voix de maman était froide. La famille est tout.
Tout. Quoi que Linda ait fait, tu le gères en privé. Tu ne l'humilies pas publiquement. Comprends-tu ce que les gens disent de nous? De notre famille. J'ai regardé ma mère, cette femme qui avait passé 40 ans à me mouler en amortisseur de la famille, et j'ai senti quelque chose durcir en moi. Linda m'a volé 92 000 $. Ce n'est pas un malentendu. C'est du vol qualifié. Papa a fait un petit bruit quelque part entre une toux et un mot. Tout le monde l'a regardé. Il se tenait près de la fenêtre, épaules voûtées, semblant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Laisse tomber, Émilie, a-t-il marmonné. Je te rembourserai d'une manière ou d'une autre. La tête de maman a claqué vers lui. Richard. Mais papa a continué de parler, sa voix à peine audible. Elle a raison, Diane. Linda a pris l'argent. J'ai vu les alertes bancaires sur le compte d'Émilie. Je les ai configurées pour elle il y a des années, et elles vont toujours aussi sur mon email. J'ai su quand les retraits ont eu lieu. Le silence qui a suivi était absolu. Tu savais? La voix de maman avait changé, la fureur se redirigeant vers son mari. Tu savais et tu ne m'as rien dit. Papa a rétréci davantage sur lui-même. Elle m'a supplié de ne rien dire. A dit qu'elle rembourserait après le mariage. A dit que tout s'arrangerait. J'ai fixé mon père, comprenant enfin que son silence n'était pas juste de la lâcheté. C'était de la complicité. Il avait regardé Linda me voler et n'avait rien dit. Il avait reçu ses alertes, vu l'argent disparaître de mon compte, et choisi de protéger son enfant doré plutôt que sa responsable, tout comme il l'avait toujours fait. Maman s'est retournée vers moi, mais quelque chose dans son expression avait changé. Elle était toujours en colère, mais maintenant la colère était mélangée à autre chose. De la confusion peut-être. La première fissure dans la forteresse qu'elle avait construite autour du comportement de Linda. Le téléphone de Linda a sonné, coupant à travers la tension. Elle a répondu, mets-le sur haut-parleur. Une petite voix est passée, effrayée et confuse. Maman, quand est-ce que tu rentres? Pourquoi la fête s'est arrêtée? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Lily, mon cœur s'est serré au son de sa voix. Les yeux de Linda ont rencontré les miens, et j'ai vu le calcul là, même à travers ses larmes. Non, chérie, a roucoulé Linda. Maman parle juste à tante Amy. Elle a fait une erreur, mais maman va réparer ça. Puis, avec une cruauté délibérée, dis à tante Amy que tu l'aimes, bébé. La voix innocente de Lily. Je t'aime, tante Amy. S'il te plaît, ne sois pas fâchée contre maman. Linda a raccroché, son regard verrouillé sur le mien. Elle t'adore. Elle te veut à son anniversaire le mois prochain. Vas-tu vraiment enlever sa mère pour de l'argent? Quel genre de tante cela fait-il de toi? Rachel a fait un pas en avant, sa voix glaciale. Ça suffit. Utiliser ta fille pour faire du chantage émotionnel à ta sœur. C'est un nouveau bas niveau, même pour toi. La tête de Linda a claqué vers elle. Reste en dehors de ça. C'est une affaire de famille. Rachel n'a pas bronché. Je suis la famille d'Émilie. Le genre qui ne la vole pas. J'ai marché jusqu'à ma porte d'entrée et je l'ai ouverte. Tout le monde dehors. Maman a commencé à protester. Maintenant. Je me suis tourné vers Linda. Tu as 72 heures. Rends chaque dollar que tu as volé, les 92 000, et signe un document légal reconnaissant ce que tu as fait. Fais ça, et cela reste privé. Pas de police, pas de tribunaux. Refuse, et je dépose plainte lundi matin. La voix de maman était à peine un murmure. Tu enverrais ta propre sœur en prison. J'ai regardé Linda. Elle s'enverrait elle-même en prison. Je suis juste celle qui appuie sur le bouton. Ils sont sortis lentement. Maman soutenant Linda comme un soldat blessé. Papa traînant derrière, incapable de croiser mon regard. Mais à la porte, Linda a fait une pause, s'est tournée. Son visage avait changé à nouveau. Plus larmoyant, plus rageur, quelque chose de plus froid, quelque chose de calculateur. Elle s'est penchée près, a chuchoté pour que seul moi puisse entendre. Tu penses avoir gagné? Tu penses que geler mon mariage était la fin de ça? Je sais des choses sur toi, Émilie. Des choses qui pourraient mettre fin à ta carrière. 72 heures. Bien.
Utilise-les pour te rappeler à qui tu as vraiment affaire. Elle s'est éloignée, sa robe de mariée traînant sur le béton. J'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle, soudainement épuisé. Rachel me regardait attentivement. Qu'a-t-elle dit? J'ai fermé les yeux. Elle a menacé de détruire ma carrière. Rachel a froncé les sourcils. Avec quoi? Tu n'as rien fait de mal. Mon estomac s'est serré. Il y avait quelque chose il y a 3 ans au travail. Une erreur de calcul qui a failli nous coûter un client majeur. Je l'avais repéré, corrigé, divulgué à mon superviseur. Aucun mal n'avait été fait. Mais Linda était la seule personne à qui j'en avais parlé. Et maintenant elle allait l'utiliser contre moi. Chaque secret que j'avais jamais partagé avec ma sœur. Chaque vulnérabilité, chaque confession. Tout cela était des munitions. Le dimanche matin est arrivé avec un ciel gris et la promesse de pluie. J'étais assise à ma table de cuisine, ordinateur portable ouvert, café intact, regardant l'horloge décompter les heures de l'ultimatum de Linda. 64 heures restantes. 64 heures avant que je ne reçoive mon argent en retour ou que je ne dépose plainte contre ma propre sœur. Je savais déjà quelle issue était la plus probable. La menace chuchotée de Linda résonnait dans mon esprit. Des choses qui pourraient mettre fin à ta carrière. La situation du comte Morrison remontait à il y a 3 ans. Une erreur de calcul dans une projection client que j'avais repérée avant qu'elle ne cause des dommages. Je l'avais divulgué immédiatement à mon superviseur qui avait loué mon intégrité. Cela aurait dû être un non-problème. Mais Linda avait un talent pour transformer les non-problèmes en armes. Si j'allais me battre, je devais comprendre l'ampleur totale de qui je combattais. Qu'avait fait d'autre Linda? Qui d'autre avait-elle blessé? Jusqu'où allait ce modèle? Mon téléphone a sonné à 9h15. L'identification de l'appelant montrait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais l'indicatif régional était local. J'ai répondu prudemment. Émilie, c'est Marcus. Marcus Webb, l'ex de Linda. Nous avons échangé des SMS hier, mais je dois t'en dire plus. Je dois tout te dire. J'ai posé mon café. J'écoute. Sa voix était stable, mais lourde d'années de douleurs accumulées. Nous nous sommes rencontrés à une fête d'amis quand Linda avait 28 ans. Elle était charmante, belle, la femme la plus attentive que j'ai jamais rencontrée. Elle me faisait sentir comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Nous étions fiancés en 4 mois, mariés en 8. Je pensais avoir trouvé mon âme sœur. Il fit une pause. Le premier signe était petit. Un retrait de compte conjoint que je n'avais pas autorisé. $2000 partis. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, elle a pleuré et a dit qu'elle avait l'intention de me le dire. Sa voiture avait besoin de réparation. Elle avait été gênée de demander. Je l'ai cru. Je l'aimais. Un autre retrait a suivi. Puis un autre. Sur 2 ans, a expliqué Marcus, près de $40 000 ont disparu de leur compte. Chaque fois qu'il remettait en question une charge, Linda avait une explication prête. Urgence avec Lily, facture médicale, un ami dans le besoin, et chaque fois elle pleurait, s'excusait, promettait que ça n'arriverait plus. Jusqu'à ce que ça arrive. Quand j'ai finalement mis le pied à terre et exigé que nous voyions un conseiller financier, elle a changé de tactique, a continué Marcus. Soudain, je n'étais plus le mari inquiet. J'étais le contrôlant, l'abusif financièrement. Elle a commencé à dire à des amis que je surveillais ses dépenses, que je lui donnais de l'argent de poche comme à une enfant, qu'elle avait peur de mon tempérament. J'ai fermé les yeux, reconnaissant le schéma, le même livre de jeu qu'elle utilisait maintenant. Quand j'ai demandé le divorce après avoir trouvé 40 000 en dette de carte de crédit cachée, elle était prête. Marcus a dit qu'elle avait préparé le récit depuis des mois. Son avocat m'a dépeint comme un monstre, contrôlant, secret, probablement violent. Ils avaient des témoins de moralité, des amis à qui elle racontait des histoires depuis des années. Et j'avais des relevés bancaires. Sais-tu ce que le juge a vu? Une femme effrayée et un homme faisant des accusations. Elle avait des larmes. J'avais des tableurs. Les larmes ont gagné. Sa voix s'est brisée légèrement. J'ai perdu la garde principale de Lily, ma propre fille. Le juge a accordé à Linda la garde majoritaire parce qu'elle semblait être le parent sympathique, celle qui avait besoin de protection.
J'ai passé 3 ans à reconstruire ma réputation, mon crédit, ma vie. Et je ne vois toujours ma fille que le week-end. Elle m'a tout pris, Émilie, tout. Parce que j'ai demandé où est passé notre argent. J'ai remercié Marcus et promis de rester en contact. Puis j'ai appelé Rachel, qui m'a mise en relation avec l'avocat qu'elle avait mentionné. Daniel Reeves était spécialisé dans les affaires de fraude financière, et il pouvait me voir à midi. Le bureau de Daniel était dans le centre-ville de Charlotte, un espace élégant avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. C'était un homme aux cheveux argentés dans la cinquantaine avec des yeux vifs et une réputation de ne pas perdre. Rachel avait demandé une faveur, et il avait libéré son dimanche après-midi pour une consultation d'urgence. J'ai étalé mes preuves sur sa table de conférence. Relevé bancaire, enregistrement de transactions, contrat de fournisseur, l'enregistrement de la confrontation de Linda dans mon appartement. Daniel a passé en revue chaque document méthodiquement, prenant des notes d'une écriture précise. Quand il a finalement levé les yeux, son expression était grave. C'est un cas clair de vol qualifié, a-t-il dit. L'accès non autorisé à votre compte n'équivaut pas à une autorisation de retirer. Les documents falsifiés, supposant qu'elle a prétendu que vous avez donné la permission pour les garanties des fournisseurs, c'est de la fraude. Combiné avec les preuves de préméditation, son enquêteur, Kevin, avait déjà tiré des conclusions préliminaires. Votre sœur risque des accusations de crime. Kevin a passé un dossier à Daniel, qui en a scanné le contenu. Nous avons retracé les journaux d'accès sur votre compte d'épargne. Votre sœur a tenté d'y accéder 5 fois au cours des 2 derniers mois. 4 tentatives échouées avant la réussite. Elle testait votre sécurité, cherchant le bon moment. Il m'a regardé. Ce n'était pas une impulsion. C'était de la chasse. La piste de l'argent était tout aussi accablante. L'équipe de Daniel avait suivi où mes 92 000 $ étaient allés. 35 000 $ aux fournisseurs de mariage avant le gel. 28 000 $ pour rembourser la dette de carte de crédit de Linda. 15 000 $ transférés sur un compte conjoint avec Jason et 14 000 $ retirés en espèces. Elle a utilisé votre argent pour se donner une ardoise propre, a expliqué Daniel. Effacer la dette, financer le nouveau mariage et garder une réserve de liquidité au cas où les choses tourneraient mal. Elle construisait une nouvelle vie avec vos économies comme fondation. J'ai rencontré Jason Miller dans un café de South End cet après-midi-là. Il ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Fatigué, froissé, avec des cernes sous les yeux suggérant qu'il n'avait pas dormi depuis l'effondrement du mariage. Nous nous sommes assis dans un coin tranquille, 2 étrangers liés par le même prédateur. J'ai vérifié mes comptes après que nous avons parlé hier, a-t-il dit, fixant son café intact. Vous aviez raison. De petits retraits au cours du mois dernier. 2 cents par-ci, 3 cents par-là. Toujours juste en dessous du seuil d'alerte. Le total était de près de 4 000 $. Je n'ai jamais remarqué. Il m'a regardé avec des yeux épuisés. Elle m'a dit qu'elle avait 40 000 en économie pour le mariage. Elle m'a dit que vous étiez éloigné, que vous aviez été cruel envers elle pendant son divorce. Elle a dit que son ex-mari était violent, qu'elle s'était échappée avec rien. Chaque chose était un mensonge. Je lui ai montré les preuves. Relevé bancaire, contrat de fournisseur, le modèle documenté en chiffres bruts. Son visage est passé par des stades de pâleur à rouge puis pâle à nouveau alors qu'il absorbait l'ampleur de la tromperie. Il y a autre chose, a dit Jason lentement. Quelque chose qui me tracasse. Les vendeurs m'ont dit que vous payiez pour le mariage, que vous étiez la garante sur tout. Mais Linda m'a dit que vous aviez proposé de le faire. Elle a dit que c'était des excuses pour avoir été absente pendant ces moments difficiles. Elle a dit que vous vous sentiez coupable d'avoir une meilleure carrière et que vous vouliez vous rattraper. Elle a fait comme si c'était votre idée, comme si vous aviez insisté. J'ai secoué la tête. Je n'ai jamais proposé. Elle a mis mon nom sur ses contrats sans ma permission. J'étais la garante parce qu'elle avait besoin de quelqu'un avec du crédit pour signer et elle savait que je ne vérifierais pas les petits caractères. Jason a mis sa tête dans ses mains. Qui est cette femme? Il a levé les yeux alors, quelque chose d'autre troublant son expression. Il y a encore une chose que je dois vous demander. Linda m'a dit qu'il y avait un héritage à venir. 200 000 $ de votre grand-mère. Elle a dit qu'il arriverait après le mariage, que vous le recevriez toutes les deux. Elle a dit que c'est pourquoi l'argent était serré maintenant.
Tout était bloqué dans l'homologation. Elle a utilisé cet héritage pour me convaincre de co-signer la compte de notre copropriété. J'ai mis 30 000 $ contre cette promesse. Je l'ai fixée, l'audace de la chose me coupant le souffle. Notre grand-mère est morte il y a 15 ans. Elle ne nous a rien laissé parce qu'elle n'avait rien à laisser. Il n'y a pas d'héritage. Il n'y en a jamais eu. La couleur a quitté le visage de Jason. Je suis légalement responsable d'une dette de 30 000 $ basée sur une fabrication complète. Ce soir-là, j'ai connecté Marcus, Jason et Daniel sur une conférence téléphonique. 3 victimes de la même femme, comparant enfin leurs notes. Marcus avait des dossiers de divorce et des documents de garde. Jason avait des relevés bancaires et des SMS sur le faux héritage. J'avais les preuves de vol et la documentation de fraude aux fournisseurs. Ensemble, cela peignait un tableau d'abus financiers en série s'étendant sur des années et de multiples victimes. L'évaluation de Daniel était brutale. Ce n'est pas juste un cas. C'est un modèle de comportement criminel. Le procureur va adorer ça. Plusieurs victimes avec documentation, intention claire, et maintenant avec son activité sur les réseaux sociaux, elle construit sa propre prison. J'ai froncé les sourcils. Quelle activité sur les réseaux sociaux ? Daniel m'a passé son téléphone. Jason avait transféré une capture d'écran de la page Facebook de Linda publiée il y a tout juste 2 heures. Une photo de ma sœur, larmoyante mais composée, avec une légende qui m'a glacé le sang. Certaines personnes feront n'importe quoi pour détruire votre bonheur. Ma propre sœur a volé mon mariage, mon fiancé et mon avenir. Mais je ne serai pas réduite au silence. La vérité éclatera. Les commentaires affluaient déjà. Des centaines de personnes se ralliant à ses côtés. Reste forte, reine. Le sang n'est pas toujours la famille. Quel monstre ta sœur doit être. Linda n'attendait pas mon échéance. Elle rendait la chose publique en premier. Elle se peignait en victime avant que quiconque ne puisse apprendre la vérité. La guerre venait de devenir publique et j'étais déjà castée comme la méchante. Le mardi matin est arrivé avec le poids de la finalité. 72 heures s'étaient écoulées. L'échéance que j'avais donnée à Linda était passée sans qu'un seul dollar ne soit rendu, sans un appel téléphonique, sans aucune reconnaissance qu'elle avait fait quelque chose de mal. Au lieu de cela, sa campagne sur les réseaux sociaux avait gagné du terrain pendant la nuit. Son hashtag justice pour Linda était tendance localement. Des centaines d'inconnus me traitaient de monstre sur la base de rien d'autre que les mensonges soigneusement élaborés de ma sœur. J'étais assise dans le bureau de Daniel Reeves à 8 heures en signant la plainte formelle. Accusation criminelle pour vol qualifié, fraude et accès non autorisé à un compte. Une poursuite civile pour restitution complète plus dommages et intérêts. Les documents semblaient lourds dans mes mains, plus lourds que le papier ne devrait l'être. J'étais sur le point de mettre en branle quelque chose qui pourrait envoyer ma propre sœur en prison. Elle ne va pas payer, a dit Daniel, me regardant signer. Elle parie que vous allez reculer. Son coup sur les réseaux sociaux prouve qu'elle pense que c'est une bataille de relations publiques, pas juridique. Il a pris les documents signés et les a placés dans un dossier pour son parajuriste. Elle a tort. À 10h30, les papiers ont été déposés au palais de justice du comté de Mecklembourg. Plainte pénale soumise, poursuite civile initiée. Linda serait servie dans les 24 heures. L'affaire familiale était maintenant une affaire de dossier public. Debout à l'extérieur du tribunal, j'ai senti le poids de ce que je venais de faire. Rachel se tenait à côté de moi, sa présence stable et rassurante. « Tu as fait la bonne chose », a-t-elle dit. J'ai regardé les gens passer devant nous, des citoyens ordinaires vaquant à leurs occupations ordinaires, aucun d'eux ne sachant que ma vie venait de franchir un point de non-retour. Alors pourquoi ai-je l'impression de m'être amputé mon propre bras ? Parce que tu l'as fait, a répondu Rachel. Mais il était gangrené. Il te tuait. Daniel m'avait conseillé de rester loin de la maison de mes parents et de laisser le processus juridique faire son œuvre. Mais j'avais d'autres plans. Si ma famille allait prendre parti, je voulais qu'il voie l'image complète d'abord. Il méritait de savoir qui il défendait. Je suis arrivé à ma maison d'enfance à Matthews juste après 16 heures. La modeste maison de plain-pied avec sa pelouse entretenue et son drapeau américain près de la porte ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été. Mais tout semblait différent maintenant. Il y avait 3 voitures dans l'allée. Le SUV de maman,
le camion de papa et la berline de Linda. Et une de plus. Une BMW que je reconnaissais des photos. La voiture de Jason. Tout le monde était déjà réuni, attendant quelque chose. Peut-être m'attendant moi. J'ai attrapé mon dossier de preuves et j'ai marché vers la porte. Rachel avait proposé de venir, mais je lui ai demandé d'attendre dans la voiture. C'était une affaire de famille, le genre et qui devait se passer derrière des portes closes. Je n'ai pas frappé. C'était encore techniquement ma maison d'enfance. J'ai juste ouvert la porte et je suis entré. Le salon ressemblait à un conseil de guerre en cours. Maman était assise sur le canapé, bras croisés, visage tendu par une fureur à peine contenue. Papa occupait son fauteuil inclinable habituel, l'air de vouloir disparaître dans les coussins. Linda était positionnée dans le fauteuil comme une reine blessée recevant des sympathisants. Et Jason se tenait près de la fenêtre, séparé de tout le monde, son expression illisible. Dans un coin, Lily était assise coloriant tranquillement, inconsciente de la tension qui crépitait dans l'air. Le silence est tombé quand je suis entré. Chaque œil s'est tourné vers moi. Maman a parlé la première. J'espère que tu es ici pour t'excuser. J'ai posé mon dossier sur la table basse. Je suis ici pour dire la vérité. Ce que vous en ferez est votre choix. Avant que quiconque puisse interrompre, j'ai ouvert le dossier et étalé son contenu sur la table basse. Relevé bancaire, enregistrement de transactions, contrat de fournisseur. Je leur ai tout expliqué, ma voix stable et factuelle. Linda a volé 92 000 $ de mon compte d'épargne. 3 retraits distincts sur une semaine, planifiés et exécutés. J'ai pointé les contrats des fournisseurs. Elle a dit à chaque fournisseur de mariage que je m'étais porté volontaire pour payer. M'a appelé son investisseur silencieux. A prétendu que je me rattrapais de ne pas avoir été solidaire pendant son divorce. Elle a forgé mon nom sur ses documents de garant. Linda a explosé de sa chaise. Tu ne m'as jamais aimé. Sa voix s'est brisée de fureur. Tu as toujours été jalouse de moi. Toujours. Maman et papa ont tout payé pour toi. L'université, ta voiture, ta caution d'appartement. J'ai laissé échapper un rire court et amer. Ils ont payé pour mon école publique. Tu as eu l'école privée. Tu as eu des leçons de danse. Tu as eu chaque fête d'anniversaire que je n'ai jamais eue. Et je les ai remboursés, Linda. Chaque dollar. L'as-tu fait? Le silence qui a suivi était assourdissant. La bouche de Linda a bougé, mais aucun mot n'est sorti. Maman a regardé papa. Papa a regardé le sol. J'ai sorti la documentation de Marcus. Ce n'est pas la première fois. J'ai étalé les papiers montrant les dossiers de divorce, la bataille pour la garde, le modèle d'abus financier. Elle a fait la même chose à son premier mari, 40 000 $. Puis elle l'a accusé d'être financièrement abusif quand il l'a confronté. Il a perdu sa réputation. Il a perdu la garde de Lily. Tout ça parce qu'il a demandé où allait leur argent. Papa s'est levé soudainement, le visage rouge. Arrête. Arrête juste. Tout le monde s'est figé. Mon père n'élevait jamais la voix. En 40 ans, je ne l'avais jamais entendu crier, mais il criait maintenant. Linda, je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas continuer à te couvrir. Le visage de Linda est devenu blanc. Papa, de quoi parles-tu? Il y a 3 ans, a dit papa, sa voix tremblante. L'investissement commercial dont tu avais besoin. 50 000 $ de mon compte de retraite. Je te les ai donnés parce que tu as dit que tu perdrais tout. Tu as dit que tu serais sans abri. Tu as dit que je ne verrais plus jamais Lily si je n'aidais pas. Tu n'as jamais remboursé un centime. La transformation de maman a été instantanée. La colère sur son visage s'est redirigée comme un missile à tête chercheuse. Richard, qu'est-ce que tu dis? Tu as pris 50 000 de notre retraite sans me le dire. Papa a rétréci sous son regard. Elle m'a supplié, Diane. A dit qu'elle serait sans abri. A dit que je ne verrais plus jamais Lily. Il avait l'air vieux, soudainement brisé. Cet argent était pour notre avenir. Je sais. Je ne savais pas comment te le dire. Maman s'est tournée vers Linda. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. La défense automatique,
La protection réflexe de son enfant doré a vacillé. Elle voyait enfin ce que j'avais vu pendant des années. Jason s'est éloigné de la fenêtre. Sa voix était plate, vidée de toute émotion. Linda, c'est fini. Linda a tourné vers lui. Jason, bébé, ne les écoute pas. J'ai vu les preuves, a dit Jason. Tout. Le faux héritage, les documents falsifiés, l'argent que tu as volé de mes comptes. Il a secoué la tête. Il n'y a pas de mariage. Il n'y en aura jamais. J'annule l'achat de la copropriété. Mon avocat s'occupe des papiers. Tu auras de ces nouvelles pour les 30 000 que tu m'as coûté. La composition de Linda s'est complètement brisée. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes censés être mariés. Nous sommes censés commencer une vie ensemble. Jason a marché vers la porte. J'étais censé épouser une femme qui m'aimait, pas une arnaqueuse. Il s'est arrêté à côté de moi en sortant. Je suis désolé d'avoir cru ces mensonges sur toi. Quoi que tu aies besoin pour le procès, je témoignerai. Puis il est parti et la porte s'est fermée derrière lui avec un bruit de finalité. À travers tout cela, à travers les cris et les accusations et les alliances qui s'effondraient, une petite voix a coupé à travers. Maman. Tout le monde s'est figé. Lily se tenait dans l'embrasure de la porte, son livre de coloriage oublié, des larmes coulant sur son visage. Maman, pourquoi tout le monde se bat? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce à cause du mariage? Je suis désolé que le mariage ait été gâché. S'il te plaît, ne vous battez plus. Je me suis agenouillé à son niveau, le cœur brisé. Chérie, ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça. Les adultes essaient juste de comprendre les choses. Tu n'as rien fait de mal. Tu me comprends? Rien. Linda m'a regardé réconforter sa fille, et quelque chose a vacillé sur son visage. La honte, peut-être, ou la reconnaissance de ce qu'elle était devenue. C'est parti aussi vite que c'était apparu. Bien, a dit Linda, se tenant droite, essuyant ses larmes. Sa voix était devenue froide. Vous voulez tous croire que je suis la méchante. Bien, mais je ne tomberai pas seule. Elle s'est tournée vers moi, les yeux durs. Tu regretteras ça. Je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. Ta précieuse carrière, ta réputation parfaite. Je sais pour le comte Morrison, Emily. Je sais ce que tu as failli faire et j'ai des emails pour le prouver. Elle a attrapé la main de Lily. Nous partons. Lily a protesté, mais la prise de Linda était de fer. La porte a claqué derrière elle. La menace de Linda flottait dans l'air comme un gaz toxique. Le comte Morrison, ma seule vulnérabilité. L'erreur que je lui avais confiée lors d'un moment de faiblesse, faisant confiance à ma sœur avec mes peurs. Et maintenant elle prétendait avoir des emails. Forgés, fabriqués. Cela n'avait pas d'importance. Dans de mauvaises mains, la perception bat la vérité à chaque fois. La guerre venait de devenir nucléaire. Je me suis réveillé le mercredi matin au son de mon téléphone vibrant sans relâche sur la table de nuit. Les notifications inondaient l'écran plus vite que je ne pouvais les lire. Tag Facebook, mention Instagram, SMS de numéros que je ne reconnaissais pas. Rachel était déjà réveillée dans mon salon, son visage sombre dans la lueur bleue de son ordinateur portable. Tu dois voir ça, a-t-elle dit. Le message public Facebook de Linda avait été partagé plus de 800 fois pendant la nuit. La photo la montrait brisée et belle, tachée de larmes et tenant un bouquet fané. L'image parfaite d'une femme lésée. La légende était un chef-d'œuvre de manipulation. Ma propre sœur a détruit mon mariage, volé mon fiancé et essaie maintenant de m'envoyer en prison. Tout ça parce que j'ai demandé de l'aide pendant ma période la plus sombre. Certaines personnes ne supportent pas de voir les autres heureux. Je refuse d'être réduite au silence. La section des commentaires était devenue un rassemblement de soutien. Des centaines d'inconnus exprimant leur indignation au nom de Linda. Reste forte, reine. Le sang n'est pas toujours la famille. Je suis tellement désolé que tu aies une sœur si toxique. Le récit avait été établi, et j'étais déjà la méchante. L'histoire de Linda devenait plus élaborée à chaque message suivant. Selon sa version, j'avais toujours été jalouse de sa beauté et de son succès. J'avais promis de financer son mariage et ensuite retirer mon soutien à la dernière seconde par dépit.
J'avais monté Jason contre elle avec des mensonges. J'utilisais maintenant des menaces juridiques pour faire taire une survivante d'abus domestiques. Chaque affirmation était plus scandaleuse que la précédente, et chacune était crue par des gens qui n'avaient jamais rencontré aucune de nous deux. Le message le plus insidieux était une référence vague à ma vie professionnelle. Certaines personnes dans la finance ne devraient pas se voir confier l'argent des autres. Je dis ça comme ça. Pas de détails, juste assez pour planter des graines de suspicion. Assez pour que mes collègues se demandent quel secret je pourrais cacher. L'attaque personnelle a commencé à arriver vers 9 heures. SMS de connaissances qui avaient vu les messages de Linda. Est-ce vrai que tu as saboté son mariage? Je pensais que vous étiez proches. Appel téléphonique d'amis inquiets demandant ce qui se passait et messages d'inconnus qui avaient on ne sait comment trouvé mes coordonnées. Tu es une personne horrible. Le karma t'aura. J'espère que tu finiras seul. J'ai fait défiler les commentaires sur le message principal de Linda, cherchant des noms familiers, essayant de mesurer jusqu'où les dégâts s'étaient propagés. Puis j'ai vu un nom qui m'a arrêté net. Sandra Whitmore. Nous avions été amis à l'université. Elle avait eu du mal à trouver du travail après l'obtention du diplôme, et il y a 2 ans, je lui avais donné une référence élogieuse qui l'avait aidé à décrocher un poste dans une entreprise de marketing. Elle ne me devait rien, mais je pensais que nous étions amis. Son commentaire disait « J'ai toujours su qu'Emily était froide. Elle est calculatrice et fausse. » Cela ne me surprend pas du tout. Une femme que j'avais aidée, une femme en qui j'avais cru et pour qui je m'étais porté garante professionnellement, me déclarait maintenant publiquement un monstre. La trahison d'un inconnu, je pouvais la rejeter. La trahison de Sandra coupait plus profondément que les messages de Linda ne le pourraient jamais. Mon téléphone professionnel a sonné à 11 heures. Michael Torres, mon superviseur. Emily, je reçois des messages inquiétants à ton sujet. Quelqu'un a envoyé un email anonyme au RH concernant une mauvaise conduite financière. La situation du compte Morrison. Je n'y crois pas, mais je dois demander. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? J'ai tout expliqué. L'erreur de calcul il y a 3 ans, ma divulgation immédiate, l'audit propre qui a suivi, la lettre de reconnaissance de mon superviseur de l'époque. Michael a écouté sans interrompre. D'accord, a-t-il dit finalement. Je te crois. Je vais gérer les RH. Mais tiens-moi au courant. Cela pourrait devenir compliqué. Rachel avait surveillé les réseaux sociaux de Linda tout au long de la matinée. Ne réponds pas, a-t-elle conseillé. Ne t'engage pas, laisse-la creuser sa propre tombe. Tout ce qu'elle publie est une preuve de harcèlement et de diffamation. Daniel peut utiliser tout ça. Mais regardez Linda empoisonner le puits, regardez des inconnus croire des mensonges sur moi, regardez ma réputation s'effriter en temps réel était plus difficile que je ne l'avais prévu. Elle essaie de me détruire avant que je ne puisse la détruire, ai-je dit. Alors nous travaillons plus vite, a répondu Rachel. Jason a appelé en début d'après-midi, sa voix serrée par une fureur contrôlée. Nous avons un problème. Linda dit à tout le monde que j'étais dans le coup, que je t'ai aidé à saboter le mariage pour voler son argent. Elle dit que nous avions une liaison, que nous avons planifié ça ensemble. Mes partenaires commerciaux posent des questions. Des clients annulent des réunions. Le nouveau récit était encore plus dommageable que l'original. Linda nous avait transformés, Jason et moi, en co-conspirateurs, amants secrets qui avaient orchestré son humiliation pour notre propre gain. Aucune affirmation n'avait de fondement dans la réalité, mais la réalité importait moins que la répétition, et Linda répétait ses mensonges à quiconque voulait l'écouter. Le cabinet de conseil de Jason fonctionnait sur la réputation. La confiance des clients était tout. 2 clients avaient déjà annulé des contrats. D'autres posaient des questions inconfortables. Elle détruit mon gagne-pain parce que je ne voulais pas l'épouser, a-t-il dit. Je dépose une plainte en diffamation. Mon avocat dit que nous pouvons combiner nos affaires, montrer un modèle de comportement malveillant. Fais-le, ai-je dit. Plus il y a de preuves, mieux c'est. Cet après-midi-là, un email est arrivé d'une source inattendue. L'expéditeur était Victoria Reyes. La ligne d'objet disait « J'ai travaillé avec Linda. Vous devez savoir ce qu'elle a fait. » Victoria avait travaillé avec Linda dans une entreprise de marketing il y a 4 ans. Elles avaient été amies. Ou du moins Victoria le pensait. Je lui faisais confiance,
a-t-elle écrit. Elle avait accès à mon bureau, mon sac à main, mes mots de passe. Sur 3 mois, $3000 ont disparu de mon compte chèque. Lorsque Victoria a confronté Linda, le schéma familier est apparu. Larmes, excuses, promesses de rembourser chaque centime. Linda a prétendu être désespérée, un divorce difficile, un enfant à nourrir. Victoria, compatissante et épuisée, a accepté un règlement privé. Pas de police, juste un accord de remboursement signé. Elle n'a jamais payé $1, a écrit Victoria. Pas un seul. Quand j'ai menacé d'une action en justice, elle m'a accusé de harcèlement. A dit que je la ciblais parce qu'elle était une mère célibataire. J'ai laissé tomber. J'étais trop épuisé pour me battre. Je voulais juste que ce soit fini. Victoria avait l'accord de règlement, les relevés bancaires, les SMS où Linda admettait avoir emprunté l'argent. Je suis votre affaire, a-t-elle écrit. J'ai vu ces messages. Elle m'a fait la même chose. Exactement la même chose. Je peux témoigner. J'ai de la documentation. J'attends depuis des années que quelqu'un l'arrête. Daniel Reeves a examiné les preuves de Victoria ce soir-là. 4 victimes maintenant, a-t-il dit, étalant la documentation sur sa table de conférence. Vous, Marcus, Jason et Victoria, chacun avec de la documentation, chacun avec le même schéma. Il m'a regardé avec quelque chose approchant la satisfaction. Ce n'est plus juste du vol. C'est de l'abus financier en série. Le modèle était dévastateur de clarté une fois couché sur papier. Étape 1, gagner la confiance par la connexion émotionnelle. Étape 2, obtenir l'accès aux finances par des comptes partagés, le statut d'utilisateur autorisé ou la simple proximité. Étape 3, extraire l'argent progressivement ou tout d'un coup. Étape 4, une fois prise, pleurer, blâmer et menacer. Étape 5, réécrire l'histoire pour devenir la victime et ensuite répéter avec la prochaine cible. Le procureur va adorer ça, a dit Daniel. Multiples victimes, modèle documenté, intention claire. Combinée avec son harcèlement sur les réseaux sociaux, elle construit sa propre prison. Chaque message, chaque mensonge, chaque accusation, c'est tout des preuves. Juste avant 18h, le téléphone de Daniel a sonné. Il a parlé brièvement, puis s'est tourné vers moi. C'était la partie adverse. Patricia Hawkins représentant votre sœur. Elle veut discuter d'une résolution. L'offre de Linda était prévisible. Elle rembourserait $50 000, pas le montant total, sur un plan de paiement sur 5 ans. En échange, j'abandonnerai toutes les charges et signerai un accord de non-divulgation. Je ne serai jamais autorisé à discuter de l'affaire publiquement. Pas d'accord, ai-je dit sans hésitation. Elle a volé 92 000. Elle offre 50 étalés sur 5 ans, et elle veut que je signe un ordre de silence après avoir passé une semaine à me calomnier publiquement. Absolument pas. Cela va au tribunal. Cette nuit-là, après que Daniel soit rentré chez lui et que Rachel se soit finalement endormie, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a fait regarder. Le message contenait une pièce jointe photo, une capture d'écran d'un email soi-disant envoyé par moi à mon superviseur il y a 3 ans. La ligne d'objet indiquait « Écart compte Morrison », mais le texte du corps avait été modifié. Des mots ajoutés, le contexte changé. Cela donnait l'impression que j'avais essayé de dissimuler une erreur majeure plutôt que de la divulguer. Sous la capture d'écran se trouvait un message. Abandonne les charges ou cela va à toute ton entreprise et aux nouvelles locales. Tu as 48 heures. C'était signé d'une seule lettre, L. J'ai fixé l'écran. L'email était faux. Je savais qu'il était faux, mais quiconque le recevrait ne le saurait pas immédiatement. Et le temps de prouver qu'il était falsifié, ma carrière pourrait être détruite. Rachel est apparue dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai montré le téléphone. Elle ne négocie plus. Elle essaie la destruction mutuelle assurée. Le palais de justice du comté de Mecklembourg s'élevait contre un ciel gris de lundi, sa façade de pierre imposante et finale. Je suis arrivé à 8h15 avec Daniel Reeves et Rachel passant devant des camionnettes de médias qui s'étaient rassemblées à l'extérieur. L'affaire avait attiré l'attention locale. Survole les économies de sa sœur, faisait des titres convaincants. Les appareils photo cliquaient alors que nous montions les marches du palais de justice, et je gardais les yeux devant,
mon visage neutre, mon cœur battant contre mes côtes. Daniel avait rencontré l'avocate de Linda à 7 heures ce matin-là pour discuter du plaidoyer de culpabilité promis. Maintenant, il se tournait vers moi dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience, son expression sombre. Elle ne plaide pas coupable. Elle a changé d'avis ce matin. Nous allons au procès. Elle prétend avoir de nouvelles preuves qui l'exonèrent. Je n'étais pas surprise. Déçue, mais pas surprise. Linda avait toujours un autre angle. Quel genre de preuves? Daniel a secoué la tête. Son avocate n'a pas voulu le dire. Mais ça n'a pas d'importance. Les preuves que nous avons sont accablantes. Quoi qu'elle prévoie, ça ne marchera pas. Alors finissons en. La salle d'audience 4B était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Murs lambrissés, au plafond, le drapeau américain derrière le banc du juge. La galerie se remplissait déjà d'observateurs, de journalistes avec des carnets, d'étrangers curieux attirés par les gros titres, et de visages que je reconnaissais. Rachel a pris place au premier rang derrière la table de l'accusation. Jason Miller était assis à proximité, prêt à témoigner. Marcus Webb était là aussi, obtenant enfin son jour de validation après 3 ans à être traité de menteur. Victoria Reyes serrait nerveusement son sac à main mais tenait bon. Et au fond, séparés par un mur invisible de tension, étaient assis mes parents. Ensemble physiquement, mais la fracture entre eux était visible même de l'autre côté de la pièce. Linda était assise à la table de la défense avec son avocate, Patricia Hawkins. Je n'avais pas vu ma sœur depuis qu'elle avait quitté en trombe la maison de nos parents avec Lily, et elle semblait diminuer, plus mince, plus pâle. L'enfant doré confiante remplacée par quelqu'un que je reconnaissais à peine. Mais elle était habillée avec soin dans un chemisier rose pâle avec des bijoux modestes. L'image d'une femme lésée. Mode performance. Un dernier spectacle. Tout le monde, levez-vous. La voix de l'huissier a coupé à travers le murmure de la galerie. L'honorable juge Patricia Lawson préside. La juge Lawson est entrée avec le poids de l'autorité à chaque pas. Milieu de la soixantaine, cheveux méchés d'argent, lunettes de lecture perchées sur le nez. Elle avait la réputation de rendre des jugements sans fioriture et d'avoir une tolérance zéro pour les théâtralités de tribunal. Elle a pris place et a inspecté la salle avec des yeux perçants qui ne manquaient rien. L'accusation peut faire sa déclaration d'ouverture. Daniel s'est levé et s'est approché du banc. Votre honneur, cette affaire concerne le vol systématique, la fraude et la trahison. L'accusée, Linda Carter, a volé 92 000 $ à sa propre sœur. Elle a falsifié des documents, manipulé des vendeurs, et une fois prise, elle a tenté le chantage avec des preuves fabriquées. Ce n'était pas un acte désespéré né d'une faiblesse momentanée. C'était un crime calculé exécuté sur des semaines. Les preuves montreront un modèle de prédation financière s'étendant sur des années et de multiples victimes. Nous demandons à la Cour de tenir l'accusé pleinement responsable. Patricia Hawkins a livré l'ouverture de la défense avec une douceur rodée. Votre honneur, ma cliente n'est pas une criminelle. Elle est victime de dysfonctionnement familial. Emily Carter a contrôlé les finances de sa famille pendant des années. Elle a promis de financer le mariage de sa sœur, puis a retiré ce soutien pour la punir de dérapages perçus. Ce que ma cliente a fait était désespéré, oui, mais c'était né de la trahison, pas de l'avidité. L'accusation présentera des chiffres et des documents. Nous présenterons le contexte et l'humanité. Ma cliente a fait des erreurs, mais elle n'est pas le monstre qu'il peigne. J'ai écouté la version de la réalité de la défense et j'ai ressenti le poids familier d'être réécrite. Dans le monde de Linda, j'étais la contrôlante, la punitive, la méchante. C'était la même histoire qu'elle avait racontée sur Marcus, sur tous ceux qui avaient un jour essayé de la tenir responsable. L'accusation a appelé son premier témoin. Thomas Reed, un enquêteur principal sur la fraude de la First National Bank, a pris la barre avec un dossier de documentation. Il a guidé le tribunal à travers les enregistrements de transactions. 3 retraits sur une semaine, 30 000, 35 000, 27 000, tous non autorisés, tous retracés directement vers un compte au nom de Linda. Nous avons également examiné les journaux d'accès, a continué Reed. L'accusé a tenté d'accéder au compte d'épargne de Madame Emily Carter 5 fois au cours des 2 mois précédant la violation réussie. 4 tentatives échouées avant la finale réussie. Ce n'était pas un comportement impulsif. C'était un test systématique des mesures de sécurité.
Patricia Hawkins s'est approchée pour le contre-interrogatoire. Lynda Carter n'était-elle pas listée comme utilisatrice autorisée sur ce compte? Reed a hoché la tête. Elle était listée pour un accès d'urgence avec des restrictions verbales communiquées au moment de l'autorisation. Elle n'était pas autorisée à vider le compte. Hawkins a insisté. Mais elle avait l'accès. La réponse de Reed a été calme et dévastatrice. L'accès n'est pas l'autorisation. J'ai accès au coffre de la banque. Cela ne signifie pas que je peux prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Le deuxième témoin était le docteur Sarah Chen, une experte en écriture. Elle a présenté l'analyse des signatures de garant sur les contrats des vendeurs de mariage. Les signatures attribuées à Emily Carter sont incohérentes avec ces échantillons vérifiés, a expliqué le docteur Chen, pointant des images agrandies sur un écran. Les modèles de traits, les points de pression, les formations de lettres, tout indique une falsification. Elle s'est tournée vers une autre pièce à conviction. De plus, l'email soumis par la défense comme preuve de la prétendue mauvaise conduite de Madame Emily Carter montre une manipulation numérique claire. Les horodatages des métadonnées ne correspondent pas au dossier de l'entreprise. Le formatage est incohérent avec le système de messagerie de l'employeur. Ce document a été fabriqué. J'ai regardé le visage de Lynda alors que l'email falsifié, son arme de chantage, était exposé comme un autre crime. Sa composition a vacillé juste un instant avant qu'elle ne la lisse en une innocence blessée. Marcus Webb a pris la barre ensuite. Il avait attendu 3 ans ce moment. 3 ans à être rejeté comme un ex-mari amer faisant des accusations. Sa voix était stable malgré l'émotion visible dans ses yeux. J'ai été marié à Lynda pendant 3 ans, a-t-il dit. Pendant ce temps, elle a retiré plus de $40 000 à mon insu. Quand je l'ai découvert et posé des questions, elle m'a accusé d'être financièrement abusif. J'ai perdu ma réputation. J'ai perdu mon crédit. J'ai perdu la garde principale de ma fille. Il a regardé directement Lynda. Tout ça parce que j'ai demandé où allait notre argent. Daniel l'a guidé à travers les détails. Comment le tribunal a-t-il vu vos réclamations concernant l'argent manquant? La mâchoire de Marcus s'est serrée. Ils ne m'ont pas cru. Lynda a pleuré à la barre, a dit que j'étais contrôlant, qu'elle avait peur de moi. Le juge a vu une femme effrayée et un homme faisant des accusations. J'avais des relevés bancaires. Elle avait des larmes. Les larmes ont gagné. Victoria Reyes a suivi, ses mains tremblantes, mais sa voix claire. Elle a décrit avoir travaillé avec Lynda, lui avoir fait confiance, puis avoir découvert $3 000 manquants sur son compte chèque. Quand je l'ai confrontée, elle a pleuré et a promis de me rembourser. Elle a signé un accord de règlement, ne l'a jamais honoré. Quand j'ai insisté, elle m'a accusé de harcèlement. J'ai laissé tomber. J'étais trop épuisé pour me battre. 4 victimes, même méthode, même manipulation, même résultat. L'expression de la juge Lawson était devenue de plus en plus grave à mesure que le modèle émergeait. Lynda a pris la barre pour sa propre défense. Patricia Hawkins l'a guidée à travers un récit soigneusement répété. Emily a toujours été celle qui réussissait. La favorite. J'ai lutté toute ma vie alors qu'elle avait tout sur un plateau. Quand je me suis fiancé, j'ai demandé de l'aide. Elle a promis de me soutenir. Puis elle a tout retiré à la dernière seconde pour me punir. Les larmes sont venues sur commande. Je ne suis pas une voleuse. Je suis une mère célibataire qui a fait des choix désespérés. J'allais la rembourser après le mariage. Elle ne m'a pas donné une chance. Elle est allée directement à la police. Ma propre sœur, mon sang. Daniel s'est approché pour le contre-interrogatoire, et j'ai regardé ma sœur se préparer pour la performance de sa vie. Mademoiselle Carter, vous avez témoigné que vous alliez rembourser votre sœur. Avec quel argent? Vous avez $28 000 de dette de carte de crédit. Lynda a hésité. J'aurais trouvé une solution. Vous avez aussi dit à votre fiancé que vous aviez 40 000 en économie. Était-ce vrai? C'était un malentendu. Et l'héritage de $200 000 de votre grand-mère que vous avez utilisé pour le convaincre de co-signer un prêt? Le visage de Lynda a pâli. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Votre grand-mère est morte il y a 15 ans et n'a rien laissé. Vous avez fabriqué un héritage pour manipuler votre fiancé. Patricia Hawkins a objecté. La juge Lawson a rejeté. Le témoin répondra.
quelque chose a craqué dans la composition de Linda. J'essayais juste de construire une vie. Tous les autres reçoivent de l'aide. Pourquoi pas moi? Émilie avait tout. Une carrière, des économies, un avenir. Je n'avais rien. Je méritais cet argent. La salle d'audience est devenue silencieuse. Linda a réalisé trop tard ce qu'elle avait dit. Pas emprunté, pas besoin, mérité. Le sentiment d'avoir tous les droits mis à nu pour que tout le monde le voie. Daniel a insisté une dernière fois. Mademoiselle Carter, nos dossiers montrent que vous avez cherché comment accéder au compte bancaire de quelqu'un sans qu'il le sache 2 semaines avant le premier retrait. Il a affiché l'historique de recherche sur l'écran de la salle d'audience. Cela ressemble-t-il à du désespoir ou de la préméditation? Linda a fixé l'écran. Sa bouche s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Pas de larmes maintenant. Pas de performance. Juste une femme regardant son dernier mensonge s'effriter en poussière. Le témoin peut descendre. La voix de la juge Lawson était neutre, mais ses yeux ne l'étaient pas. La cour fait une pause pour délibération. Nous nous réunirons demain pour le verdict. Alors que Linda passait devant moi, nos yeux se sont rencontrés. Son expression ne contenait aucune haine, aucune colère, juste de la reconnaissance. Elle savait que c'était fini. Elle avait toujours su que quelqu'un pourrait l'arrêter un jour. Elle n'avait juste jamais cru que quelqu'un le ferait réellement. Le mardi matin est arrivé avec le poids de tout ce qui avait conduit à ce moment. J'étais assise dans la même salle d'audience, sur le même banc en bois, mais l'énergie avait changé pendant la nuit. La galerie était plus pleine qu'avant. Le mot s'était répandu. Les journalistes remplissaient les rangées du fond, carnet prêt. Les membres de la communauté qui avaient suivi l'affaire en ligne sont venus assister à sa conclusion. Le procès sœur contre sœur était devenu quelque chose de plus grand qu'une dispute familiale. C'était devenu une histoire que les gens avaient besoin de voir résolue. J'avais à peine dormi. Chaque issue possible avait défilé dans mon esprit en boucle sans fin. Et si le juge faisait preuve de clémence? Et si Linda s'en sortait d'une manière ou d'une autre? Et si tout ce que j'avais sacrifié, chaque relation que j'avais endommagée, chaque pont que j'avais brûlé n'avait servi à rien? Rachel était assise à côté de moi, sa main sur mon bras. Quoi qu'il arrive, a-t-elle dit doucement. Tu as fait la bonne chose. Je voulais la croire. Linda était assise à la table de la défense, immobile, fixant le vide. Il n'y avait pas de performance aujourd'hui, pas de tenue soigneusement choisie conçue pour projeter l'innocence blessée, juste le vide. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait déjà reçu un verdict auquel elle ne pouvait échapper. Tout le monde, levez-vous. La voix de l'huissier a résonné dans la chambre. La juge Patricia Lawson est entrée avec la même présence imposante qu'avant, un dossier dans ses mains. Son visage ne révélait rien. Veuillez vous asseoir. Je suis prête à rendre mon jugement. La salle a retenu son souffle. Cette cour a examiné toutes les preuves, témoignages et documents présentés dans cette affaire. La voix de la juge Lawson portait le poids de l'autorité absolue. L'accusée, Linda Marie Carter, fait face à des accusations de vol qualifié, fraude, falsification et accès non autorisé à un compte. De plus, des preuves de tentative d'extorsion ont été versées au dossier. Elle a fait une pause, regardant directement Linda. Les preuves sont accablantes et sans ambiguïté. L'accusée a systématiquement volé 92 000 $ à sa sœur par des retraits non autorisés. Elle a falsifié des documents pour escroquer des fournisseurs. Elle a fabriqué un héritage pour manipuler son fiancé afin qu'il co-signe un prêt. Et lorsqu'elle a été confrontée aux conséquences de ses actes, elle a tenté de faire chanter la victime avec des preuves falsifiées. Ce n'était pas un acte désespéré né d'une faiblesse momentanée. C'était un modèle de comportement prédateur s'étendant sur des années et affectant de multiples victimes. Une autre pause. La salle d'audience était assez silencieuse pour entendre respirer. Sur le chef de vol qualifié, la cour déclare l'accusé coupable. Sur le chef de fraude, coupable. Sur le chef de falsification, coupable. Sur le chef d'accès non autorisé à un compte, coupable. Sur le chef de tentative d'extorsion, coupable. Chaque mot atterrissait comme un coup de marteau. J'ai regardé Linda tressaillir à chaque « coupable ». 5 fois au total. Ses épaules se sont effondrées, sa tête est tombée en avant, les cheveux tombant pour cacher son visage.
Un son s'est échappé d'elle. Quelque chose de brut et brisé. Rien à voir avec les sanglots théâtraux qu'elle avait déployés tant de fois auparavant. C'était le son de quelqu'un regardant son monde finir. Patricia Hawkins s'est levée immédiatement. Votre honneur, nous demandons une considération de clémence. Ma cliente est une mère célibataire avec une jeune fille qui dépend d'elle. Elle n'a pas de casier judiciaire. C'est sa première offense. Nous demandons à la Cour d'envisager la probation et le service communautaire au lieu de l'incarcération. La juge Lawson a retiré ses lunettes de lecture et a regardé Linda avec une expression qui ne contenait aucune sympathie. Mademoiselle Carter, veuillez vous lever. Linda s'est levée sur des jambes tremblantes. Votre avocate mentionne que c'est votre première offense. C'est techniquement vrai. La voix du juge s'est aiguisée. Cependant, les preuves montrent que c'est simplement la première fois que vous êtes tenu responsable de vos actes. Vous avez victimisé au moins 4 personnes que nous connaissons. Le modèle suggère qu'il y en a probablement plus. Vous n'avez montré aucun remords véritable tout au long de ces procédures, seulement le regret d'avoir été prise. Votre fille mérite mieux que l'exemple que vous avez donné. La composition de Linda s'est complètement brisée. Des larmes coulaient sur son visage, mais celle-ci était différente des larmes qu'elle avait utilisées comme arme. Celle-ci était réelle. Compte tenu de la gravité et du modèle de ces infractions, a continué le juge, j'impose la peine suivante, 3 ans de probation avec des conditions strictes. Restitution complète à Emily Carter d'un montant de $92 000. Restitution supplémentaire à Jason Miller, Marcus Webb et Victoria Reyes tels que déterminés par les procédures civiles. 500 heures de service communautaire à compléter dans les 18 mois. Conseils obligatoires en littératie financière et éthique. Toute violation de la probation entraînera une incarcération immédiate pouvant aller jusqu'à 5 ans. Elle s'est penchée légèrement en avant. De plus, l'accusé portera une condamnation pour crime sur son casier. Cela affectera son emploi, son logement et ses opportunités professionnelles pour le reste de sa vie. Ce sont les conséquences naturelles des choix qu'elle a faits. Mademoiselle Carter, si vous apparaissez à nouveau dans ma salle d'audience pour quelque raison que ce soit, je ne serai pas indulgente. On vous a donné une chance de reconstruire votre vie honnêtement. Je vous suggère de la prendre au sérieux. Linda a hoché la tête. Le mouvement à peine perceptible. Les larmes continuaient de tomber silencieusement. Il n'y avait pas de mots. Quel mot pourrait-il y avoir? La séance est levée. Le marteau est tombé avec un son de finalité qui a résonné dans la chambre. C'était fini. Je suis resté assise parfaitement immobile alors que la réalité s'installait dans mes os. Daniel a mis une main sur mon épaule. Vous l'avez fait, a-t-il dit. Mais je ne ressentais pas de triomphe. Je ressentais de l'épuisement. Des années de combat, des années à être rejeté et négligé et traité comme une ressource plutôt que comme une personne avaient finalement été reconnues, validées. Le système juridique avait regardé les preuves et déclaré ce que j'avais toujours su. Je n'étais pas la méchante de cette histoire. Rachel a essuyé des larmes de son visage et m'a enveloppé dans une étreinte par derrière. Dans la galerie, Marcus Webb se tenait debout, son propre visage ruisselant de larmes. 3 ans à être traité de menteur. 3 ans à être peint comme un abuseur, enfin justifié. Victoria Reyes hochait la tête pour elle-même, serrant son sac à main, trouvant une clôture pour une blessure qu'elle avait portée en silence. Jason Miller s'est éclipsé tranquillement, sa propre guérison commençant tout juste. J'ai regardé vers le fond de la salle d'audience où mes parents étaient assis figés. Maman pleurait ouvertement, mais je comprenais maintenant que ces larmes n'étaient pas pour Linda. Elles étaient pour la famille qui s'était brisée, pour la fille qu'elle avait laissée tomber. Pour des décennies de choix qu'elle ne pouvait pas défaire. Papa fixait le sol, les épaules courbées par le poids de toutes les fois où il avait choisi le silence plutôt que le courage. Ils n'ont pas approché Linda. Ils ne m'ont pas approché. Ils sont juste restés assis là. 2 personnes qui avaient finalement épuisé les moyens d'éviter la vérité. Alors que Linda était escortée pour signer des papiers, elle est passée devant ma table. Elle s'est arrêtée juste un instant, sans se retourner. J'espère que tu es heureuse. Les mots étaient à peine un murmure. Puis elle a continué de marcher, et je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. 2 semaines plus tard, Daniel a appelé avec une mise à jour sur les procédures de restitution.
Les actifs de Linda avaient été gelés et liquidés. Sa voiture a été vendue avec les recettes allant au fonds de restitution. Les comptes bancaires ont été saisis. Le premier paiement est arrivé sur mon compte cet après-midi-là, $8 500 provenant de la vente des possessions de Linda. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, cela ressemblait à recevoir un paiement pour une blessure qui ne guérirait jamais complètement. La restitution complète prendra des années, a expliqué Daniel. Peut-être une décennie. Elle fera des paiements mensuels pendant longtemps. Salaire saisi, remboursement d'impôts interceptés. Elle paiera pour ça pour le reste de sa vie professionnelle. $92 000. C'était le prix que ma sœur avait mis sur notre relation. Moins que ça, en fait. Elle ne s'était même pas attendue à ce que je riposte. Mes parents sont apparus à la porte de mon appartement un samedi après-midi, 2 semaines après le verdict. Ils avaient l'air nerveux, incertains, se tenant sur le seuil d'une relation qu'ils avaient endommagée au-delà d'une réparation facile. Je les ai laissés entrer sans un mot. Nous aurions dû faire ça il y a des années. La voix de maman était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. J'ai créé ça, Émilie. J'ai appris à Linda que les règles ne s'appliquaient pas à elle. Et je t'ai appris que ton travail était d'absorber tout ce qu'elle faisait. Aucune de ces choses n'était de l'amour. C'était des dégâts. Papa a parlé ensuite. Chaque mot lui coûtant un effort. J'aurais dû vous protéger, toutes les deux. J'ai laissé faire parce que se battre était dur et le silence était facile. C'était de la lâcheté. Tu as payé pour ça. J'ai regardé ces gens qui m'avaient élevé, ces humains défectueux et imparfaits qui avaient d'une manière ou d'une autre produit à la fois Linda et moi. Je ne sais pas si je peux vous pardonner, ai-je dit finalement. Pas encore. Peut-être pas jamais complètement, mais je peux essayer de vous comprendre. C'est là que nous commençons. 3 mois plus tard, je me tenais devant une petite maison de style craftsman à Dilworth, regardant mon agent immobilier déverrouiller la porte d'entrée. Ce n'était pas la maison pour laquelle j'avais initialement économisé. Ce rêve avait été volé et brisé et reconstruit en quelque chose de différent. Cette maison était plus petite, plus ancienne, achetée avec de nouvelles économies que j'avais accumulées depuis le procès, pas avec des fonds récupérés arrivant toujours au compte-gouttes des salaires saisis de Linda. Prête à voir ça, a demandé l'agent immobilier. J'ai pris les clés de sa main et je suis entré. C'était ma maison. Mon nouveau départ construit sur ma propre force, pas sur des pertes récupérées. Mon téléphone a vibré alors que je me tenais dans le salon vide. Un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Mais quelque chose m'a fait regarder. Félicitations pour la maison. Tu la mérites. Je le pense vraiment. Le message était signé d'une seule lettre. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Après tout, qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce une manipulation authentique? Un nouvel angle? Je ne savais pas. Peut-être que je ne le saurais jamais. Mais debout dans ma propre maison, j'ai réalisé quelque chose qui ressemblait à la liberté. Ma paix ne dépendait pas de la rédemption de Linda. Elle ne l'avait jamais fait. J'ai fermé la porte sur l'ancien chapitre et je suis entré dans le suivant. 1 an plus tard, je me tenais à la fenêtre de ma cuisine, regardant la neige tomber doucement sur Raleigh. Décembre était arrivé avec le genre de beauté tranquille que la Caroline du Nord voit rarement. De doux flocons blancs dérivant devant les fenêtres ensaillies de ma maison Craftsman, se posant sur le porche avant dont j'avais rêvé depuis si longtemps. La cafetière bourdonnait derrière moi, remplissant la cuisine de chaleur. Des décorations de Noël étaient accrochées modestement autour de la pièce. Rien d'élaboré, juste assez pour que l'espace ressemble à un foyer. Mon foyer. Celui que j'avais gagné avec ma propre force après que tout se soit effondré. J'avais 36 ans maintenant, directrice principale de l'analyse financière dans mon entreprise. La promotion était venue avec une note manuscrite de la PDG elle-même. Votre intégrité sous pression n'est pas passée inaperçue. Nous sommes fiers de vous avoir dans notre équipe. J'avais encadré cette note non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce qu'elle me rappelait que choisir le chemin difficile mais juste plutôt que le chemin facile mais faux avait des conséquences, de bonnes conséquences. Le déménagement à Raleigh avait été mon choix. Charlotte contenait trop de souvenirs, trop d'endroits où je pourrais tomber sur des échos de la vie que j'avais démantelée. Ici, à 2 heures de route, je pouvais construire quelque chose de nouveau, différent, à moi.
Rachel m'avait suivi dans les 6 mois. Quelqu'un doit s'assurer que tu prends réellement des vacances, a-t-elle dit lorsqu'elle a annoncé son transfert. Nous dînions ensemble chaque semaine maintenant, faisions de la randonnée le week-end, et l'amitié qui s'était forgée dans la crise s'était approfondie en quelque chose d'inébranlable. À ma pendaison de crémaillère, elle avait levé un verre et dit, « Tu n'as pas juste survécu, Amy. Tu es devenu. » Je n'avais pas su comment répondre. Je ne savais toujours pas, mais je savais qu'elle avait raison. Le travail bénévole avait commencé presque par accident. Un collègue a mentionné que la coalition de Caroline du Nord contre l'abus financier cherchait des conférenciers, des personnes ayant une expérience directe qui pourraient aider les autres à reconnaître les signes avant-coureurs. J'ai passé un coup de fil qui s'est transformé en atelier, puis un autre, puis un engagement régulier. Maintenant, je passais 2 samedis par mois à aider des victimes âgées à comprendre comment elles avaient été exploitées et comment se protéger à l'avenir. Je connaissais la culpabilité qu'elles portaient. Je connaissais les tactiques de manipulation qui avaient été utilisées contre elles, et je savais mieux que la plupart à quel point il était difficile de riposter contre quelqu'un qu'on aimait. Le mois dernier, j'avais reçu une lettre de Victoria Reyes. « Grâce à vous, a-t-elle écrit, j'ai finalement signalé ce que Linda m'a fait à l'IRS. Elle devait des arriérés d'impôts sur de l'argent qu'elle prétendait n'avoir jamais reçu. Ils enquêtent maintenant. Vous avez lancé une réaction en chaîne. Merci d'avoir été courageuse quand je ne pouvais pas l'être. J'avais lu cette lettre 3 fois. Puis je l'avais mise dans un dossier avec la note de remerciement de Marcus et l'email de Jason exprimant sa gratitude pour l'avoir aidé à voir la vérité. Une réaction en chaîne. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Mais peut-être que c'était le but. Une personne qui se lève donne aux autres la permission de faire de même. Mes parents et moi avions trouvé quelque chose de nouveau au cours de l'année passée. Pas le pardon, pas exactement, mais la compréhension. Nous avions des appels vidéo mensuels maintenant, planifiés, avec des limites et réels. Ils avaient visité Raleigh en octobre, séjournant à l'hôtel parce que c'était ma limite et ils l'ont respecté. Maman avait rejoint un groupe de soutien pour parents d'adultes avec des troubles de la personnalité. J'apprends comment je l'ai encouragée, m'a-t-elle dit lors d'un de nos appels. C'est douloureux mais nécessaire. Papa avait commencé une thérapie pour la première fois à 68 ans. J'apprends à dire ce que je ressens au lieu de rester silencieux, a-t-il dit. Je pouvais les voir essayer. Cela comptait. Quand maman a demandé si je viendrais à la maison pour Noël, sa voix ne contenait aucune des anciennes exigences, aucune des attentes chargées de culpabilité. Seulement si tu le veux, a-t-elle dit. Nous comprenons si tu as besoin de plus de temps. J'avais réfléchi longtemps avant de répondre. Puis j'ai dit, oui, mais j'amène Rachel et nous restons à l'hôtel. Sa réponse m'avait surprise. Quoi que tu aies besoin, nous sommes juste heureux que tu viennes. De petits pas, mais des pas. Lily restait le point lumineux dans tout cela. Marcus avait la garde complète maintenant, accordée après que la condamnation de Linda a clairement indiqué qu'elle ne pouvait pas fournir un foyer stable. Je parlais toujours à ma nièce chaque mois par appel vidéo. Elle avait 8 ans maintenant, grandissait vite, curieuse de tout, résiliente d'une manière qui me donnait de l'espoir. Tante Amy, quand est-ce que je peux visiter ta nouvelle maison? Bientôt, chérie. Très bientôt. L'été dernier, Lily avait passé une semaine avec moi à Raleigh. Nous avions fait des biscuits ensemble, visité le musée des sciences, lu des livres chaque soir avant de dormir. Un soir, sans y être invitée, elle m'a regardé avec les yeux de sa mère et a dit, « Tante Amy, je suis contente que tu ne sois pas fâchée contre moi. » Mon cœur s'était brisé et guéri au même moment. « Je n'ai jamais été fâché contre toi, lui ai-je dit. Pas une seconde, jamais. Quoi qu'il arrive avec Linda, Lily saurait qu'elle était aimée. Cet enfant ne répéterait pas ce cycle. Je m'en assurais. La vie de Linda était devenue quelque chose de méconnaissable par rapport à l'existence dorée qu'elle avait toujours imaginée pour elle-même. Elle travaillait dans une épicerie maintenant, au salaire minimum, remplissant les rayons et tenant une caisse. Son appartement était un studio dans un logement subventionné. 400$ étaient saisis sur chaque chèque de paie pour la restitution, et elle devait encore plus de 75 000 $. Le service communautaire était terminé, mais le conseil obligatoire continuait. Un thérapeute avait enfin mis un nom sur les modèles que la famille n'avait jamais reconnus. Une semaine avant Noël, une carte est arrivée dans ma boîte aux lettres. Enveloppe simple,
timbre ordinaire, adresse de retour de Linda. À l'intérieur se trouvait une simple carte de vœux avec une note manuscrite. Émilie, je ne m'attends pas à ce que tu répondes. Je sais que je ne le mérite pas. La thérapie m'aide à voir des choses que je ne pouvais pas voir avant, ou ne voulais pas. Je me suis raconté des histoires sur toi toute ma vie. Aucune d'elles n'était vraie. Tu n'étais pas la jalouse. Tu n'étais pas la froide. Tu n'étais pas l'ennemi. J'avais juste trop peur de me voir clairement. Je suis désolé. Pas parce que je veux quelque chose de toi, juste parce que c'est vrai. J'espère que tu es heureuse. Je le pense maintenant. Vraiment. C'était signé simplement, Linda. Je l'ai lu 3 fois. Je n'ai pas appelé Rachel pour l'analyser. Je n'ai pas essayé de décoder des significations cachées ou d'anticiper de nouvelles manipulations. Je suis juste resté avec ça. Peut-être que c'était authentique. Peut-être que Linda avait enfin commencé le long travail de compréhension de ce qu'elle avait fait. Peut-être pas. Le temps le dirait. Mais assise là dans ma propre cuisine, dans ma propre maison, dans ma propre vie, j'ai réalisé quelque chose qui ressemblait à la liberté. Ma paix ne dépendait pas de la rédemption de Linda. Elle ne l'avait jamais fait. En regardant en arrière maintenant, je comprends ce qui nous est arrivé. J'avais aimé ma sœur si complètement que j'avais oublié d'exiger qu'elle m'aime en retour. J'avais donné sans limite, sacrifié sans borne, et ce faisant, j'avais élevé quelqu'un qui croyait avoir le droit de prendre. La famille l'avait permis. Je l'avais permis jusqu'à ce que j'arrête. La plus grande leçon que j'ai apprise était celle-ci, l'amour sans respect ne vaut rien. La famille sans intégrité n'est que de la génétique. Et parfois, le choix le plus douloureux est aussi le bon. Je n'ai pas détruit la vie de ma sœur. Elle l'a fait elle-même. J'ai juste refusé de la laisser détruire la mienne. Si vous écoutez ceci, peut-être reconnaissez-vous quelque chose dans mon histoire. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui prend et prend et prend, qui vous fait vous sentir coupable d'avoir des limites, qui appelle votre autoprotection de l'égoïsme, qui transforme chaque conversation en votre faute. Vous ne leur devez pas votre paix. Vous ne devez à personne un sacrifice inconditionnel. Se protéger n'est pas égoïste. C'est de la survie. Et parfois, la survie est la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour tous ceux qui se soucient vraiment de vous. Que feriez-vous si quelqu'un que vous aimiez vous trahissait de cette façon? Auriez-vous la force de choisir la justice plutôt que la culpabilité? Auriez-vous le courage de vous choisir vous-même? Merci d'être resté avec moi à travers cette histoire. Ce n'était pas facile à vivre. Ce n'était pas facile à raconter. Mais si une personne entend cela et reconnaît sa propre situation, si une personne trouve le courage de fixer une limite, de se protéger, de dire « plus jamais », alors chaque moment douloureux en valait la peine. J'aimerais entendre vos pensées. Laissez un commentaire pour me raconter votre histoire ou dites-moi simplement de quelle ville vous regardez. Cela m'aide à voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et si cela a résonné en vous, appuyez sur ce bouton d'abonnement.